Est-ce que vous savez quand a été inventé Internet? Parce que comme on nous connaît très peu, on peut dialoguer. Vous imaginez ça, que c'était inventé quand? Je l'ai lu, c'est d'origine plus ou moins militaire après la guerre mondiale. C'est vrai que la réflexion là-dessus, c'est après la Seconde Guerre mondiale. En fait, l'année officielle de naissance d'Internet, c'est 1969. Officielle. Qu'est-ce qui se passe en juillet 69 dans l'histoire de l'humanité? Et tous les trois, on l'a vécu, c'est sûr. Il y a un truc hyper important qui s'est passé le 23 juillet 69 dans l'histoire de l'humanité. Alors, l'homme marche sur la Lune. Alors c'est assez curieux parce que en juillet 69, on marche sur la Lune, et en octobre 69, on invente Internet. Sachez que les deux inventions sont étroitement liées. En gros, je peux vous résumer, l'année 69 n'est pas qu'une année érotique. Serge Gainsbourg. Voilà. C'est une année de bascule dans un autre monde, en fait, à partir de 69. Est-ce que vous avez un... Bonjour. Est-ce que vous savez qui a inventé Internet? Alors, il y a l'armée, ça on va en parler. Est-ce que vous avez un nom à me donner? Moi, je ne sais pas, par exemple, je sais qui a inventé la photographie. C'est un Français, il s'appelle Charles Niepce, à Chalon-sur-Saône. Je sais qui a inventé le cinéma. Alors, les Américains ils vont vous dire Edison. Manque de peau, 6 mois avant, c'est les Frères Lumière, à Lyon. Je sais qui a inventé l'imprimerie. Gutenberg. Mais est-ce qu'on a un nom pour Internet? Et même Gutenberg, c'est discuté. Tout à fait, complètement discuté. Je le discute, oui. Et Internet, moi, vous avez laissé planter devant l'écran à un moment, je me suis demandé pourquoi des Internet, il n'y avait pas des sons. Parce qu'il y a plusieurs histoires d'Internet possibles. Hein? C'est pour ça. Et puis il y a les petites histoires de l'Internet aussi. Les petits faits. Alors. Pardon. Excusez-moi, ça c'est pour tout à l'heure. Alors c'est qui? Alors justement, c'est ce qu'on va voir. Alors ça, c'est le premier ordinateur de l'histoire, qui a été appelé nommément ordinateur. Il date de 1946, il s'appelle l'ENIAC, il fait 3000 mètres carrés, et 70 personnes marchent dedans, en 1946. Aujourd'hui, moi, Pascal, en 2015, je ne suis pas dans mon ordinateur. Là, on est dedans. Hein? Cet ordinateur, il est dirigé par une femme. On pense que l'informatique est masculine, mais le premier informaticien de l'histoire, c'est une femme qui dirige cet ordinateur. Cet ordinateur est 2000 fois moins puissant que ça. Pour vous montrer 45-2015, 2000 fois moins puissant que mon menu. Et il sert à une seule chose. Il calcule la trajectoire de la bombe atomique. Voilà. C'est ça le premier ordinateur. Donc c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 50, un ordinateur, c'est ça. Alors là, ça s'est réduit. On passe de 3000 m² à 300 m². Et on voit, c'est des bandes qui tournent. Hein, en fait, en l'espace de à peine 10 ans, l'ordinateur a divisé par 10 en taille. Hein. Aujourd'hui, l'ordinateur, c'est ça. Et bientôt, l'ordinateur va intégrer le corps. Ça devient plus puissant. Oui, beaucoup plus puissant. Alors, mais vous savez pourquoi? Pourquoi quoi? Cette réduction. Ouais. Ah. À votre avis, pourquoi? Ben, c'est le changement de technologie. On est passé du tube au circuit intégré. Absolument. Hein? Absolument. Il y a plein d'autres raisons, mais ça en fait partie. Tout à fait. La trajectoire, elle suit la technologie. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur l'invention d'Internet, qui ont eu l'idée, plus ou moins. Mais il y en a un qui a eu une idée concrète d'Internet. Et là, on est en 1965, il s'appelle Lick Leader, et que fait-il dans la vie? Il est psychologue acousticien. Rien à voir avec les technologies. Il travaille au MIT, qui est un très grand institut universitaire aux États-Unis, au MIT, à Boston, où on invente plein de choses. C'est là qu'on invente, par exemple, l'encre électronique, qui fera les liseuses en 1999. C'est au MIT qu'on invente l'imprimante 3D, en l'an 2000. Un physicien quantique qui invente l'imprimante 3D. Et lui, il est jeune chercheur, c'est un jeune chercheur, il est au MIT, et il est psychologue. Et en tant que psychologue, alors il travaille aussi par l'armée, hein, il travaille aussi un peu pour l'armée. Les universitaires américains, il travaille à la fois pour l'armée. Voilà. Et que fait-il, Joseph Lick Leader? Il fait sa thèse de doctorat, et il a un thème. Le thème de sa thèse de doctorat, c'est le suivant.
il se pose une question, comment un être humain acquiert des compétences par rapport à un outil? Alors évidemment, en 65, l'outil, c'est pas ça. L'outil, c'est la moissonneuse batteuse, le batteur électrique dans les cuisines américaines des années 50. C'est ça l'outil. Et il se pose la question, comment un être humain va apprendre à manipuler un outil? Alors il a une première réponse, et la première réponse, c'est le mode d'emploi. Le mode d'emploi papier. Souvenez-vous de votre mode d'emploi de magnétoscope VHS en 400 pages, en 12 langues, écrit en tout petit, on ne comprend rien. D'accord? Qu'est-ce que c'est le mode d'emploi? Le mode d'emploi, c'est la dimension théorique de l'outil, c'est le livre. Et il dit, Leader, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour acquérir des compétences par rapport à un outil. Alors il a une autre idée, et l'idée est la suivante. Ce qui l'intéresse, c'est l'expérience pragmatique, concrète, que font les gens des outils. Je vais vous donner un exemple très concret, il en donne plein dans ses thèses. Je vous en donne un très concret. Imaginez, je veux apprendre à greffer une rose. Alors qu'est-ce que je fais si je veux apprendre à greffer une rose? Je vais à la médiathèque de Cangé, je vais voir la bibliothécaire qui a été parfaitement formée, et je lui dis « Bonjour madame, est-ce que vous avez un manuel de greffe de rose ?» Alors elle va chercher dans le catalogue, puis elle va me donner le livre, c'est-à-dire le mode d'emploi. Ce que veut faire M. Leader, c'est pas ça, lui. Ce qu'il veut faire, c'est prendre 2000 pépiniéristes qui ont chacun 30 ans de bouteilles, qui greffent des roses dans tous les sens, et les interroger. Comment vous greffez une rose? Ah ben moi, à 5h du matin, je taille en biais. Moi, c'est le soir à 18h. Il veut recueillir cette expérience de ces professionnels, faire une synthèse, mettre cette synthèse dans une mémoire à destination de jeunes novices et de jeunes apprenants. En gros, c'est la transmission de l'expérience que veut faire Leader. Alors, à l'époque, en 65, la mémoire, c'est ça. Qu'est-ce que c'est un ordinateur en 65? C'est grand comme ça. Il n'y a pas de clavier, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de souris, c'est les cartes perforées. Mais c'est une mémoire. On voit bien là, paquet de cartes perforées, chacune permet d'enregistrer 80 caractères. Vous prenez Word, vous tapez 80 caractères, ça enregistre. Vous voyez, la mémoire n'était pas énorme. Donc c'est ça qu'il veut faire. Il veut mettre le savoir des êtres humains dans des cartes mémoire. Alors évidemment, je vous ai parlé de la greffe de rose, mais j'aurais pu prendre 2000 boulangers, 2000 directeurs généraux des services, 2000 animateurs multimédia et faire la même chose. Les faire parler, comment vous faites pour être BGS, hop, et puis après, voilà. Il veut faire ça. Alors, que va-t-il faire? Il va écrire un article, et cet article, il va l'appeler The Galactic Network, le réseau galactique. Et dans cet article, il dit quoi? Qu'il faut mettre la mémoire pragmatique des êtres humains dans des ordinateurs, qu'il faut connecter ces ordinateurs entre eux dans le monde entier, pour donner du savoir pragmatique à l'ensemble de la planète. Si l'origine d'Internet est militaire, parce que les militaires vont le financer, le projet d'Internet n'est pas du tout lié à l'armée. Il est lié à l'accès à la connaissance et l'accès au savoir. Alors, évidemment, il sort sa thèse. Puis après avoir sorti sa thèse, il sort son livre. Et le titre de son livre, 1965, « Bibliothèque du futur ». Pourquoi? Parce qu'il imagine que dans les bibliothèques du monde entier, il y aura les livres, c'est-à-dire les dimensions théoriques, le mode d'emploi, et puis à côté, il y aura des ordinateurs. En d'autres termes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le précurseur, en 1965, il imagine déjà qu'il y aura des ordinateurs et des espaces multimédia dans les bibliothèques. Donc c'est un précurseur. Alors, forcément, à l'époque, on est en pleine guerre froide. Vous l'avez sûrement vécu, la guerre froide, les années 60. On est en pleine guerre froide, donc c'est la paranoïa totale anti-soviétique. L'armée américaine est sur les dents, c'est la baie des cochons, c'est Kennedy, c'est Martin Luther King, c'est ça l'ambiance. Et l'ambiance est assez paranoïaque. Et le Pentagone a une petite manie à l'époque, qui se révèle encore plus puissante aujourd'hui. La petite manie du Pentagone, c'est de lire toutes les thèses de doctorat de toutes les universités américaines. Et tout ce qui peut être utilisable par la défense est absorbé. Forcément, sur le bureau d'un fonctionnaire du Pentagone tombe le bouquin Bibliothèque du futur. Le Pentagone se fiche un peu complètement de l'accès au savoir. Ce qui les intéresse, c'est qu'il y a un dingue qui veut mettre en réseau des ordinateurs pour partager de l'information. Alors ça les intéresse. Alors ils vont aller voir le jeune Leader, ils vont poser sur la table 75 millions de dollars, c'est-à-dire l'équivalent aujourd'hui de 5 milliards de dollars. Ils vont lui dire en anglais « Do it ! Fais-le ton projet !» Alors, histoire vraie, il va prendre une pièce de 1 dollar, ça c'est très hollywoodien, c'est un Yankee,
et il va dire si c'est pile, je le fais. La pièce est tombée sur pile, et cette pièce est aujourd'hui encadrée dans la bibliothèque universitaire de MIT, car c'est un des points de départ, c'est compliqué l'histoire d'Internet, mais c'est le grand point de départ de l'histoire d'Internet. Voilà le début de cette histoire. Ensuite, il a 75 millions de dollars, donc il va constituer une équipe projet. 70 chercheurs, qui ont tous entre 20 et 30 ans, ce sont des jeunes chercheurs. Ils font quoi? Ils sont mathématiciens, spécialistes de la téléphonie à l'époque, des satellites, il y a déjà des satellites, des fusées, des spécialistes des algorithmes, de la physique. Tous ces gens vont être enfermés dans un laboratoire secret qui s'appelle l'ARPA, Advanced Research Project Agency, agence de projet de recherche avancée. Tous ces chercheurs vont signer un contrat défense ultra secret. Et entre 65 et 69, pendant 4 ans, en très grand secret, ils vont progressivement inventer Internet. Ça va pour tout le monde? Ça aboutira à cette journée du 29 octobre 69, qui est la première connexion de l'histoire entre deux ordinateurs qui sont éloignés de 1000 km l'un de l'autre. Alors c'est très concret, hein. Les ordinateurs de taille, ils étaient associés à un modem qui était de la taille d'une chaise en bois, et avec le modem branché sur un énorme téléphone en bakélite noir qui fait dring-dring comme autrefois. Les deux téléphones vont s'appeler, vont se connecter et vont échanger un mot. Le mot, c'est le mot login, qu'on a aujourd'hui, qu'on utilise tous les jours. Quand on voit sa boîte mail, on a login mot de passe. Ça veut dire identifiant. Ça marchera 7 minutes et ça tombera en panne. Naissance d'Internet. Ça y est, j'ai raconté l'histoire d'Internet. Là, j'ai raconté la petite histoire d'Internet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'inventent ces chercheurs en grand secret entre 1965 et 69. Ce qu'ils vont inventer va totalement changer notre vision du monde. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. Va changer notre vision du monde. Alors, à côté de... Là, c'est les leaders. À l'ouest des États-Unis, en même temps, en 1965, pareil, en Californie, à l'université de Stanford, on a un personnage. Le plus important des deux personnages sur cette photo, ce n'est pas celui de gauche. C'est très largement celui de droite. Parce que lui, il a 6 photos, 6 fois, 6 présidents des États-Unis dans le bureau ovale. Croyez-moi, pour être photographié avec le président des États-Unis dans le bureau ovale, c'est que vous êtes un personnage extrêmement important de l'histoire américaine. Alors il a 6 photos, alors, il a Carter, il a Reagan, il a Nixon, voilà, après il est mort après Clinton. Hein, mais il avait 6 photos, il est le seul personnage public à avoir été photographié 6 fois dans le bureau ovale avec le président des États-Unis. Il s'appelle Engelbart. Pourquoi ce personnage est si important? Parce que ce personnage, c'est l'inventeur de la souris. De la souris informatique. Il va inventer la souris et il va inventer le premier personal computer. Il va inventer l'interactivité, c'est-à-dire une machine qui n'est pas un supercalculateur, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais une machine où je peux dialoguer avec la machine, c'est-à-dire votre ordinateur d'aujourd'hui. C'est lui l'inventeur. Alors il invente la souris. Alors il se dit, en fait il est chez un, je vous raconte la vraie histoire là, cette fois, il est chez un ami qui est physicien, et cet ami a un oscilloscope. Vous voyez ce que c'est un oscilloscope? Ah bah oui, vous. Je m'adresse aux jeunes. Un oscilloscope à la technologie au quatrième. Parce que eux, ils savent, moi aussi, ils sont vécu ça. Un oscilloscope, ça calcule les puissances des watts. Ça ressemble à un radar de sous-marin. Alors il est chez un ami, il voit cet oscilloscope et il se dit, tiens, c'est intéressant cet oscilloscope. Ça serait intéressant de mettre de l'information sur l'écran. Ce qui l'intéresse, c'est de mettre de l'information sur un écran. Alors il dit à son ami, passe-moi l'oscilloscope. Alors il lui prête son oscilloscope, il le ramène dans son laboratoire à l'université de Stanford, et il se dit, comment je fais pour déplacer un point sur l'écran? C'est ça son but. Pour déplacer un point sur l'écran, pour créer un point en géométrie, ça c'est des souvenirs de terminale, c'est un X et un Y. On croise une abscisse et une ordonnée de droite, et ça crée un point. C'est le principe de la géométrie. Alors il dit, il faut que j'invente une machine qui soit capable de déplacer un point sur un écran. Et il va inventer la souris. Alors la première expérience qu'il fait, c'est, il se dit, ça va être un objet lourd. Alors il fait des expériences d'ergonomie avec les briques, vous voyez, pour dire comment est-ce que ça sera viable pour un être humain de bouger une brique pour écrire. Puis ensuite, il invente la souris. Ceci est la première souris, elle date de 65.
Parallèlement, il ne sait pas, lui, qu'à l'est des États-Unis, on est en train d'inventer Internet. Hein. Et il y a deux roulettes, une ici et une ici, le X et le Y. Et donc, il y a le point qui se dépasse. Alors après, on a inventé la petite boule, puis après, la souris, là, elle est devenue plus électronique, on va dire. Donc, il invente. Alors, je continue, parce qu'avant de vous révéler. Il a son écran avec son point. Après, il se dit, comment je peux écrire sur mon écran? Maintenant, écrire, vraiment. Et là, il a sa secrétaire. Et sa secrétaire, c'est un peu comme la secrétaire de James Bond. Hein. C'est Peggy. Et elle est avec sa Remington, la machine à écrire Remington, qui a permis à Raymond Chandler, l'écrivain policier américain, d'écrire tous ses romans. Hein. Il regarde la secrétaire, il lui prend sa machine à écrire, il la pose devant l'écran de l'oscilloscope. Puis il se dit, il faut que je branche cette machine à écrire avec l'écran et que je puisse écrire là-dessus. Ça donnera lieu à la naissance du premier PC. Ultra secret, attention, ça, c'est secret défense. Il y a 15 ans, ces photos, vous ne les trouviez pas. C'est 1970. Oui. En 65, il fait ça. Ça, c'est la machine d'origine, donc on reconnaît bien une machine à écrire. Hein. On reconnaît bien l'écran de le radar, et puis on voit les premières souris, les premières tests dessous. Et puis en 70, carrément, là, c'est le premier PC, hein, qui sera designé d'ailleurs ce PC par. Comment il s'appelle très très grand designer américain. Je crois qu'on a la chaise. Là, Ames. L'ordinateur qui est là, c'est Ames qui l'a fait. Charles Ames. Il est dans les musées, hein, il y a qu'un exemplaire. Et naissance du PC. Donc vous avez bien compris que d'un côté, il y a le leak leader là, qui essaie d'inventer le réseau, et de l'autre côté, on invente l'informatique interactive. Évidemment, si vous croisez les deux inventions, ça va faciliter le développement d'Internet. Autre contexte très important des années 60, c'est l'époque des hippies. C'est l'époque de ce qu'on appelle la contre-culture américaine. Donc c'est quoi cette contre-culture? C'est les mouvements féministes, c'est l'émergence des mouvements noirs américains, c'est Martin Luther King, c'est Angela Davis, c'est Che Guevara en Amérique du Sud. Et la plupart des étudiants américains de toutes les grandes facs, comme en France en mai 68, hein, sont dans la contre-culture, ils détestent Nixon, ils détestent le Vietnam. C'est très important ce que je vous dis là, pourquoi? Parce que les gens qui vont inventer Internet dans ce laboratoire secret, ils ont entre 20 et 30 ans, et donc ils portent cette culture. Qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique? Jimi Hendrix, Janis Joplin et Bob Dylan. Qu'est-ce qu'ils fument? Du LSD et de la marijuana. Je précise, très important, les chercheurs qui vont inventer Internet seront nourris au LSD par la CIA. Si vous le voulez, il y a un livre qui décrit ça, dans un grand universitaire américain. Pourquoi? Parce que le LSD vous rend plus intelligent. Ça ouvre des synapses dans votre... Bon, alors ne vous mettez pas au LSD, parce que ça a évidemment des conséquences graves, ça vous rend totalement paranoïaque. Mais tous ces chercheurs seront nourris au LSD par le gouvernement américain. Donc ce contexte est important, parce que vous allez voir après pourquoi c'est important. Alors, ces chercheurs se mettent à travailler, et puis l'armée américaine contrôle leur travail, et l'armée américaine leur pose des questions. Vous allez imaginer, ils sont là, ils sont 70 dans une salle, et l'armée américaine pose des questions à ces jeunes chercheurs. Il leur pose une question essentielle, la plus importante de toutes les questions, et sûrement ce que je vais vous dire maintenant, la chose la plus importante pour comprendre Internet. Ils vont demander à ces chercheurs, votre réseau, là, vous voulez imaginer, quelle forme il va avoir? Quelle sera sa forme? Alors aujourd'hui, on dit plus forme, hein. On dit architecture de réseau. Comment il va s'organiser, ce réseau? Quelle sera son architecture? Question essentielle. Alors, l'un des chercheurs, qui s'appelle Paul Baran, qui est mort aujourd'hui, pionnier de l'Internet, va proposer une première forme de réseau. Un réseau qui aurait un centre, qui se situerait à Chicago, et de ce centre partiraient des milliers de connexions à des ordinateurs. Voilà, alors là, il propose ça, un réseau centralisé. L'armée américaine analyse le projet et fait une énorme croix dessus, en disant « j'en veux pas, on ne veut pas de ce réseau-là ». À votre avis, pourquoi? Absolument, un missile nucléaire soviétique sur Chicago, et toutes les branches de l'arme tombent. Hors de question d'avoir ce réseau. Alors, quelques mois plus tard, il propose une deuxième forme de réseau. Non pas un réseau centralisé, mais un réseau décentralisé. Ça veut dire quoi décentralisé? Ça veut dire qu'il y a plusieurs centres. Pareil, l'armée américaine
analyse le projet et fait une énorme croix dessus. C'est trop fragile. 4 missiles soviétiques bien placés et tout le réseau s'écroule. Ce que vont proposer alors les chercheurs, personne ne l'avait jamais imaginé dans l'histoire de l'humanité. Ils vont proposer un réseau qui n'a pas de centre. Je retrouve mes 3 réseaux. Le centre. Souvenez-vous, on dit par exemple, qu'Internet est une toile d'araignée. Vous savez, on dit que c'est le web, la toile. C'est faux, hein. Sachez que tout ça c'est faux, il faut arracher les pages des bouquins, parce que dans une toile d'araignée, qui décide? Qui est le centre? L'araignée. C'est elle qui décide. Donc la toile d'araignée, elle est là. Sauf que l'araignée, en plus, elle fait ça. Mais elle décide. Alors vous trouvez les 3 réseaux, un réseau centralisé, un réseau décentralisé et un réseau qu'on appelle aujourd'hui distribué, où il n'y a pas de centre. Les conséquences de ce choix du 3e réseau, que va valider l'armée américaine, ont des conséquences considérables, absolument considérables. Sachez que ces visions de réseau correspondent aussi à des visions de territoire. Un réseau centralisé, ça correspond dans les villes aux places centrales. La place Royale, la place Louis XIV, la place Napoléon. C'est-à-dire, c'est l'expression de la hiérarchie, et c'est l'expression du chef. S'il y a un centre, il y a un chef. Il y a un pouvoir central. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? S'il y a un centre, il y a un pouvoir central. Oui, on peut avoir la même chose sur la Terre, sur le dernier schéma également. Ah non, justement. On va y arriver, justement. C'est bien le problème d'Internet. Là, il y a un pouvoir central, c'est-à-dire la notion de hiérarchie. Qu'est-ce que c'est la hiérarchie? La hiérarchie... Attendez, si vous me permettez, oui. que je fasse le mitoyen entre nous dans le réseau déconcentré, il y a aussi des chefs. Ah ouais, si, oui, au milieu, oui. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Moi, je vous parle de là. L'un n'empêche pas l'autre, parce que, rappelez-vous que les messieurs qui nous gouvernent ont une valise avec un code. Ouais, si vous n'avez pas la valise avec le code, le réseau ne sert à rien. Tout à fait. D'accord? D'accord. Il a fait la parenthèse. Je continue. Vous allez voir, je vais rentrer petit à petit dans le sujet. Donc là, il y a un chef. Qu'est-ce que c'est la hiérarchie? La hiérarchie, c'est quelque chose qu'on a en nous, dans notre culture, nous, humains, depuis Akhenaton, Ramsès II, hein, la pyramide, le pharaon, les dieux monothéistes. Cette culture hiérarchique, on l'a quoi qu'il arrive, quelle que soit votre pensée. Je vais vous donner des expressions qui ne trompent pas, qu'on connaît tous. Le maître d'école, le chef de famille. Ah oui, pourquoi il y aurait un chef? Pourquoi il n'y aurait qu'un chef? Hein, les enfants, on fait à 2. Hein. C'est l'expression de la hiérarchie. Hein. Et dans les collectivités locales, alors là, j'en parle même pas. Le DGS, pouvoir suprême, DGS. Hein, pouvoir suprême, ça veut dire que si Alice Bernard, je vais faire embêter Jérémy, si Alice Bernard veut un crayon, demande de crayon en 3 exemplaires, remontée de la demande de crayon à la mairie, vérification s'il y a des crayons en stock, s'il n'y a pas de crayon en stock, appel d'offre de marché public de crayon, choix d'un prestataire de crayon, et 6 mois après, redescente de crayon vers Alice. Alice, elle n'a pas que ça à faire, elle a demandé à son copain, passe-moi ton crayon. C'est ça la hiérarchie. Et on l'a tous vécu, c'est valable pour les entreprises aussi, hein, c'est valable pour l'éducation nationale, c'est valable pour tout. Là, deuxième réseau, à quoi ça correspond? Ça correspond sur les territoires à l'intercommunalité, aux EPCI. Et c'est les années 80, c'est la décentralisation de Mitterrand, et la floraison dans le monde, dans toute la France, des ronds-points. À la DDE, on filait des primes à la DDE pour faire des ronds-points. Donc ils font des ronds-points parce que c'est ça. On va d'un centre à l'autre, hein, et c'est l'interco. L'interco, c'est l'idée d'un réseau décentralisé. Sauf que par rapport à votre petit lapin, vous n'êtes pas en 3D. Hein. Non. Il y a une autre dimension qui nous échappe. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Dans les 3 cas, c'est la peine. Tout à fait. Des réseaux décentralisés. Et ce que nous proposent ces jeunes chercheurs, c'est un réseau où l'idée du centre disparaît. Complètement. Complètement. Donc s'il n'y a pas de centre, il n'y a pas de chef. S'il n'y a pas de chef, alors la réaction, on ne peut pas le contrôler. On ne peut pas contrôler le réseau. Alors forcément, s'il n'y a pas de chef et qu'on ne peut pas contrôler le réseau, eh bien, quelle est la vision qu'on a d'Internet dans la rue, à la télévision, tous les jours? Internet, c'est anarchique. On ne peut pas le contrôler. Tout est faux. C'est très dangereux. Il y a des pédophiles. Il y a des méchants. Hein, c'est ce qu'on... Tous les jours, il y a une histoire hein, d'Internet. Tous les jours, il y a un problème d'Internet. Pourquoi il y a un problème d'Internet tous les jours? Pourquoi il y a eu la loi sur,
qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale, la loi sur la surveillance électronique. Hein. Pourquoi la NSA, les services secrets américains, espionnent à tout va le monde entier? Parce qu'ils ne contrôlent plus. Ils ne contrôlent plus, il n'y a pas de centre. Donc ils ont énormément de mal à contrôler. Donc ils sont rentrés dans une paranoïa totale jusqu'à espionner les chefs d'État européens. Ils ne contrôlent plus le réseau comme ils voudraient le contrôler parce qu'il n'y a pas de chef. Forcément. Ça va bien? Ce troisième réseau, où il n'y a pas de chef, attention, pas de chef ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui tentent de prendre le pouvoir. C'est peut-être ça que je veux dire. Parce que ça, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est l'humain. Si vous voulez, il y a trois données qui ne changeront jamais dans l'histoire de l'humanité, quelles que soient les technologies que vous voyez depuis la préhistoire: sexe, argent, pouvoir. DSK, pour vous faire un symbole. Hein, ça ne changera jamais. De Cléopâtre à aujourd'hui, il y aura toujours des gens qui voudront le pouvoir. Toujours. L'argent ou la maîtrise du sexe. Toujours pareil. Ou mélanger les trois. Et donc, ici, il y a forcément, et c'est là où je suis d'accord avec vous, des gens qui vont tenter de prendre le pouvoir, mais ils vont tenter de prendre le pouvoir sur un réseau où il n'y a rien pour le prendre. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de... On ne peut pas se mettre au centre. La structure fait que chaque ordinateur a le même pouvoir que son voisin. Vous allez voir, on va rentrer dans le détail. À la même époque, depuis 1945, un très très grand architecte américain, designer, inventeur, un génie, Buckminster Fuller, c'est un génie, il invente une forme architecturale que personne n'avait jamais vue dans l'histoire. Une forme architecturale où il n'y a plus de centre, où il n'y a plus de pilier central, où il n'y a pas de structure centralisée, où tout tient dans une sorte de réseau qui n'a pas de centre. Et vont naître les géodes, la géodésie, par exemple la géode de la Cité des Sciences. Hein, l'inventeur, c'est un mathématicien, c'est lui. Alors il invente aussi des voitures bizarres, vous voyez, c'est un génie, Buckminster Fuller, un génie de l'architecture et du design. Et évidemment, les pionniers d'Internet seront très, très influencés par ses recherches à lui. C'est-à-dire qu'ils vont penser ce réseau qui n'a pas de centre en regardant les architectures de Buckminster Fuller. Alors un réseau distribué, il n'y a pas de centre. Ce réseau n'est plus hiérarchique, mais il n'est pas non plus anarchique, parce qu'il est extrêmement organisé. C'est une grille, si vous voulez. Il est extrêmement organisé. Donc on ne peut pas non plus dire qu'il est anarchique. Hein. Le réseau, c'est l'équivalent des... Ce réseau distribué ressemble aux villes américaines. Rue, avenue, et pas de place. Pas de place centrale dans les villes. Alors, les scientifiques et les chercheurs se sont posés des questions. Ce réseau qui s'appelle distribué, qui n'a pas de centre, comment il fonctionne? C'est quoi son modèle? Il n'est pas hiérarchique, il n'est pas anarchique. Pour le savoir, on s'intéresse aux fourmis. L'éthologie, la science du comportement animal. Qu'est-ce qu'une fourmilière? Une fourmilière est un réseau d'information qui n'a pas de centre, car la reine n'a aucun pouvoir. Allez voir Minuscule, le dessin animé. Elle n'a aucun pouvoir, la reine. La reine, elle sert à quoi? Elle pond. Elle pond. Toute la journée, elle pond. Toute la journée. C'est une chance. En fait, c'est l'équivalent d'une centrale nucléaire. La reine des fourmis pond. Et toutes les fourmis s'organisent autour d'elle pour qu'elle pondent. Ça, c'est vital. Chaque fourmi a sa compétence. La fourmi guerrière, la fourmi qui porte les brindilles, la fourmi qui tient la nurserie. Et ce qui est extraordinaire dans une fourmilière, c'est que chaque fourmi exécute sa compétence, sa tâche, mais personne ne décide. Alors les éthologues vont donner un nom à ce pouvoir politique des fourmis. Ils ne vont pas l'appeler une hiérarchie parce qu'il n'y a pas de chef. Ils ne vont pas non plus l'appeler une anarchie parce qu'il n'y a pas plus organisé qu'une fourmi. Je vous rappellerai une petite fable de La Fontaine qui s'appelle La cigale et la fourmi. Qui fait rien de la journée, prend de la drogue et va mourir? La cigale. La fourmi n'est pas prêteuse, elle est hyper rationnelle, elle est hyper organisée. Donc on ne peut pas dire qu'une fourmi est anarchique. Ça va? Alors, les scientifiques vont donner un nom à ce modèle politique des fourmis. C'est ni une hiérarchie, ni une anarchie. Ils vont l'appeler une hétérarchie. Si vous allez sur Wikipédia et que vous tapez hétérarchie dans le moteur de recherche, c'est un très bon petit article. Ça, c'est le mot scientifique. Mais il y a un mot vulgarisé pour dire hétérarchie, au sens noble de la vulgarisation. L'hétérarchie, c'est le collaboratif. Les fourmis collaborent entre elles. Elles collaborent pour un seul but, l'énergie. C'est-à-dire que la reine des fourmis pond.
la structure du réseau que je vous ai montré tout à l'heure, comme il n'y a pas de chef, mais en même temps que c'est très organisé, ça va provoquer des usages collaboratifs entre les gens. Naturellement, c'est la structure du réseau qui va provoquer ces usages collaboratifs. Et on va aller un peu plus loin dans l'explication. Alors oui, ça je vous montrerai tout à l'heure à la fin. Ah, ça c'est juste une petite image, c'est un modem. Enfin, c'est un modem en 65. Enfin, en 69 plutôt. Vous voyez, ça ne ressemble pas à nos modems à nous. Vous dire aussi que la notion de réseau, elle existait depuis le 19e siècle. Le télégraphe. Le télégraphe du 19e siècle, c'est le télégraphe de la conquête coloniale. Quelles étaient les deux grandes puissances mondiales à l'époque? La France et l'Angleterre. L'Angleterre investissait l'Égypte et l'Inde, et la France l'Afrique noire et le Moyen-Orient. Eh bien, l'outil numéro 1 pour conquérir soit l'Afrique, soit l'Inde, c'est l'outil de communication, le télégraphe. Je précise, parce que je suis nantais, que Jules Verne est nantais. Dans ce petit livre qui s'appelle Paris au XXe siècle, que vous pouvez emprunter d'ailleurs ici à la médiathèque, il y est. Dans ce petit livre de la fin du XIXe siècle, il imagine comment sera Paris en 1960. En 1960. Alors par exemple, il imagine qu'il y aura des trains dans des ponts suspendus en fer, juste le métro. Mais il imagine au plein milieu, sur une seule page, le télégraphe optographique, qui serait pour lui un télégraphe mondial, qui échangerait des textes, des sons, des images et des lettres de change, c'est-à-dire le commerce. En d'autres termes, qu'est-ce qu'invente dans sa tête Jules Verne? Le concept d'Internet, un réseau de communication mondiale à l'échelle planétaire. Il invente déjà ça. Donc, il y a ce réseau télégraphique, et ça c'est pour le télégraphe du XIXe siècle, ça c'est le réseau Internet. Parce que les gens n'ont pas conscience que 90% des contenus d'Internet passent sous l'eau. Quand vous dites à quelqu'un dans la rue Internet, il lève les yeux, il regarde en l'air. Alors qu'en fait, 90% c'est les fibres de fibres optiques sous-marines, et toutes ces fibres, vous voyez, les liens, on voit très bien d'ailleurs où sont les puissances économiques, parce que plus il y a de câbles, plus... Alors je reviens à mon réseau, à ce troisième réseau qui s'appelle le réseau distribué. Vous voyez bien là que tout le monde est connecté. Tout le monde peut se connecter à tout le monde. Eh bien, ça donne ça au niveau d'un réseau d'ordinateurs. Ça donne ça. Est-ce que vous avez Facebook? Vous avez un compte Facebook? Non. Vous voyez ce que c'est? Bon. Facebook, on est censé se connecter après un compte, puis devenir ami. Voilà, ami avec 12 guillemets. Eh bien, je peux potentiellement sur Facebook devenir ami de n'importe qui. Mais si je peux devenir ami de n'importe qui, c'est parce qu'il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de centre. Je peux être l'ami de n'importe qui. Là, c'est les ordinateurs. Si je me mets maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière les ordinateurs? Ben, derrière les ordinateurs, il y a des connexions. C'est la même chose, mais en version connexion. Et puis derrière les connexions, ben, il y a des gens. Ça veut dire que si vous êtes sur Internet, potentiellement, vous pouvez vous connecter à n'importe qui sur la planète. N'importe qui. Et puis, ça c'est pour les gens, mais nous rentrons dans l'ère de l'Internet des objets. C'est-à-dire où tous les objets seront connectés. On voit ça à la télé toute la journée en ce moment. La brosse à dents connectée, le pacemaker connecté, les lunettes connectées, les vêtements bientôt connectés, bientôt le corps connecté. Tout sera connecté. Donc, le réseau Internet, c'est aussi ça. On peut faire une petite parenthèse. Bien sûr. Tout à l'heure, je parlais d'une dimension qui ne passe pas sur l'écran, mais il y en a une autre, c'est le temps. Oui. Parce que chacun a son esprit de chapelle, il défend ses intentions et son objectif. Mais il faut bien voir que c'est simultanément tous les inventeurs mondiaux et tous les centres, les mini-centres qui créent également des périphériques. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc c'est un effet d'avalanche et de boule de neige qui explique pourquoi ça va si vite. C'est la culture des réseaux. Cette donnée-là, elle m'a frappé au moment où vous avez parlé de l'inventeur de l'écran, parce que moi j'étais déjà dans les stations radar à l'époque, et on habillait une piste avion. Qu'est-ce que ça veut dire habiller? Ça voulait donner un indicatif. C'est-à-dire l'avion là, c'est l'avion rouge, bleu, Air France. Une connexion. Et vous le voyez actuellement encore, si ça vous amuse, je peux vous donner une info à plus, ça ne sert pas.
y en a qui commencent à beaucoup le savoir. Est-ce que combien de personnes connaissent Flight Radar 24? Ah oui, nous, Ouais, moi, j'ai pas. on peut suivre en direct. En temps réel. Voilà, vous avez vu, eh ben, c'est exactement ça. Oui, tout à fait. Une sorte d'énorme tour de contrôle mondial. Maintenant qu'ils ont donné cette possibilité, n'importe qui peut voir un avion qui change brutalement de cap au-dessus de chez lui et qui a disparu à telle heure. Tout à fait. Et ça, c'est le fait, c'est le temps réel, ce qu'on appelle le temps réel. Voilà, alors c'est pour ça que je dis le temps. Bien sûr, je vais y venir. Merci, bien parlé. Mais Flight 24, je connais très bien. Il y a la même chose avec les bateaux. Oui, Voilà, après on extrapole. Alors, ça, on verra plus tard. Alors, évidemment, je vais revenir là, comme ça, rapidement. Cette vision du réseau, on l'a chez nous, puisqu'on est tous connectés à Internet. Forcément, la dimension collaborative va se mettre en place. On est dans un changement de civilisation. Les gens ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, on est dans un changement de civilisation. On pense qu'on est dans une crise. On pense qu'on est dans une mutation. C'est bien mieux ou pire, c'est comme vous voulez, que ça. Il y a l'ancienne civilisation et il y a la nouvelle qui est en train de se mettre en place. Je n'ai pas le temps de vous faire un cours de mon ex-professeur d'histoire à la Sorbonne, qui s'appelait Fernand Braudel, immense historien des civilisations, et qui disait que pour qu'il y ait changement de civilisation, il faut 70 ans. Une révolution, c'est hyper rapide, hyper violent. 1789, 1793, mai 68, la révolution égyptienne. Un changement de civilisation, ça met 70 ans. Et il faut 70 ans, c'est comme des plaques tectoniques, et l'ancienne va disparaître ou s'engouffrer dans la nouvelle. Ça va? Oui, pour tout le monde? Bien. Le dernier changement de civilisation qu'on a vécu, nous, en Occident, c'est le passage du Moyen-Âge à la Renaissance. Vous voyez, ça fait un petit bout de temps, quand même. Imaginons que je suis paysan. Nous sommes au XIIe siècle et je suis à Saint-Avertin. Je suis dans mon champ. Hein, je vous explique le passage du Moyen-Âge à la Renaissance pour faire le parallèle avec aujourd'hui. Donc je suis dans mon champ. Ce paysan de Saint-Avertin, il est absolument persuadé, concrètement, c'est pas de l'intellectualisme, hein, c'est pas les idées là, c'est concret. Il est absolument persuadé que la Terre est plate. Alors bien sûr, il y avait des penseurs arabes qui pensaient qu'elle était semi-sphérique, Aristote pensait qu'elle était déjà, mais personne n'avait prouvé. Mais le paysan, lui, du quotidien, il est concrètement persuadé que la Terre est plate. Et si la Terre est plate, il ne va pas trop se promener, parce qu'il pourrait tomber dans un... Puis dans la forêt, à l'Elysia, il y a tout bizarre, des druides, des gnomes, il y a le feuilleton américain Game of Thrones, où il y a le symbole du mur, il ne faut pas aller derrière le mur. Hein. Donc il reste dans son village, ce paysan. Son référent, c'est le Seigneur. Et le référent du Seigneur, c'est Dieu. Ça va pour tout le monde? Si la Terre est plate, alors le corps humain est un bidon rempli de sang qui stagne. Et oui. Et le sang qui pourrit, la bile noire. Souvenez-vous des médecins du malade imaginaire, hein, les médecins ringards moyenâgeux. Qu'est-ce qu'ils conseillent aux malades imaginaires pour se soigner? La saignée. Et pourquoi la saignée? Parce que la saignée, c'était la médecine de l'époque. On pensait que le corps était un bidon rond de sang qui pourrit. Donc pour purifier le sang, il fallait faire des saignées. Et à l'université d'Oxford, de Cambridge, aux jeunes médecins, on leur apprend la saignée. Il y a des grimoires de 1000 pages sur différents types de saignées pour différents types de pathologies. Si la Terre est plate, alors si je représente une femme en peinture, le fond sera plat. Pas de profondeur de champ. J'ai une vision plate du monde. Regardez la peinture du Moyen-Âge. Toutes les peintures du Moyen-Âge, vous verrez, il n'y a pas de profondeur de champ, c'est plat. Vision plate du monde, peinture plate. Ça va pour tout le monde? Bien. À Padova, Padoue, près de Venise, 35 km, sublime petite ville italienne, au Teatro Anatomico, qui existe encore, là où pour la première fois dans l'histoire on a ouvert un corps humain, c'était puni de mort à l'époque, en secret. Un type sur un petit escalier qui s'appelle Galilée va dire, on va surtout le trouver, elle n'est pas plate, elle est ronde. Et son ami Giordano Bruno, mathématicien et auteur de théâtre, va rajouter, elle tourne. Vous imaginez le paysan de Saint-Avertin qui reçoit un tweet qui lui dit en 140 caractères, la Terre est ronde et elle tourne. C'est inimaginable pour lui. La Terre est ronde et elle tourne. Si elle est ronde, ça veut dire qu'elle est convexe. Et si elle est convexe, ça veut dire donc que je peux en faire le tour.
Vasco de Gama, Cortés, Christophe Colomb, invention du sextant, développement de des cartographies, la map monde, des grandes découvertes. L'idée simple qu'on passe d'un monde plat à un monde circulaire fait qu'on peut en faire le tour. Vous imaginez la révolution? Parce que ça, il faut se mettre à l'époque. Hein. À l'époque, les bateaux accostent à Nantes, à Bordeaux, et là, il y a des animaux bizarres qui descendent des bateaux. Un animal avec une trompe. Il y a des gens, ils sont noirs. Il y en a d'autres, ils sont jaunes. Hein. Et puis, on goûte des nouvelles saveurs, des nouvelles épices, des nouvelles couleurs, des nouvelles teintes. Hein. Vous imaginez à l'époque ce que ça a produit, les bateaux qui accostaient dans toute l'Europe, avec des choses qu'on n'avait jamais vues de toute l'histoire. C'est ça le changement de civilisation. Si la Terre est ronde et qu'elle tourne, alors on a un jeune étudiant en médecine à Oxford. Il est sur les bancs d'Oxford et on lui dit « Le corps humain est un bidon rempli de sang pour faire des pathologies. » Enfin, Molière, quoi. Nanani, nanana. Sauf que, alors ce jeune étudiant en médecine s'appelle Harvey, avec un H au début et un Y au bout. Et ce jeune étudiant en médecine est un génie. Il a 23 ans. Et lui, il écoute les cours, mais surtout, il a lu tout Galilée et tout Giordano Bruno. Et il va avoir une idée de génie. Il va dire, le corps est un bidon rempli de sang qui stagne. Mais si la Terre tourne, alors le sang tourne aussi. Il en déduit la circulation sanguine. Révolution de l'histoire du corps, révolution de l'histoire de la médecine, tous les grimoires en la font. Il aura quelques problèmes avec ses pairs. Hein. Il manquera passer au bûcher. Hein. Parce qu'il va nier 300 ans d'histoire de la médecine. Si la Terre est ronde et qu'elle tourne, ronde veut dire convexe. Si elle est convexe, alors l'espace n'est pas plat. Invention de la perspective et de la profondeur de champ, Renaissance italienne. Changement de l'histoire de la peinture, de l'architecture, hein, puisque maintenant je peux aller en profondeur de champ, révolution de l'histoire de l'espace, de l'urbanisme, des villes, du 3D. La perspective, c'est la naissance du 3D, justement. Ça va pour changement de civilisation? Alors je vous le résume comme Fernand Braudel, de cet immense historien, le papa de Georges Duby, de Jacques Le Goff, c'était le père des historiens. Comment il résume ce changement de civilisation? Il dit, un changement de civilisation, c'est une autre conception, c'est pour ça que ça va très très bien avec ce que vous m'avez dit tout à l'heure, une autre conception de l'espace, je vous l'ai montré, des territoires, et une autre conception du temps. C'est ça un changement de civilisation. Et bien ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est un changement profond depuis la Renaissance, de notre vision de l'espace et de notre vision du temps. Ça va tout changer et ça ne fait que commencer. Alors aujourd'hui, on est à peu près au milieu du guet. Hein. On a fait 35 ans depuis 65. Mais il faudra 35 autres années pour que le changement se produise. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est presque physique. On sent qu'on est dans des mutations profondes. Les modèles économiques qui tombent, les modèles politiques. Qu'est-ce que ça veut dire être de gauche? Qu'est-ce que ça veut dire être de droite? Tiens, je vais prendre un taxi. Ah non, je vais prendre Uber. Vous voyez, il y a la grande polémique sur les taxis en ce moment. Hein. Je continue. Je reviens, mais... Alors, nous sommes en train de passer d'une civilisation hiérarchique à une civilisation collaborative. Et ça, tout doucement. Et ça frotte. La loi Adopi 3, ça frotte. Hein, il y a plein de choses qui frottent en ce moment. Les taxis contre Uber, ça frotte. Je vais vous donner des exemples très concrets, extrêmement concrets. Imaginez... quel est le prénom ? Ok. Imaginez, nous sommes en 1990 à Saint-Avertin. On monte dans le temps, c'est une fiction, hein, Pascal. Et Pascal a envie d'acheter une chaise verte. Oui, elle adore les chaises vertes. Et donc elle voudrait une chaise verte. Et elle a reçu un papier dans sa boîte aux lettres, un papier, on n'est pas dans le numérique, on est en 90. Elle a reçu un papier qui dit « Salle de vente aux enchères de Saint-Avertin, vente de chaises vertes pommes ». Ce que veut Pascal. Elle m'appelle avec son téléphone à fil, à cadran. Non, à l'époque c'était une grille. Et elle me dit, Pascal, oui Pascal, il y a une vente de chaises vertes pommes à la salle de vente aux enchères. Alors, on y va, puis c'est voilà la salle de vente aux enchères. Donc on est devant, et dans la salle de vente aux enchères, il y a le commissaire-priseur. Le commissaire-priseur, attention, officier de justice, avec son maillet. C'est lui qui décide qui achètera ou n'achètera pas la chaise verte. On est d'accord ? Alors la vente commence. Et là, il y a Vincent, c'est en francs. Oui, c'est en francs. Donc Vincent, il adore les chaises vertes aussi. Il fait 15 francs. Alice, elle adore les chaises vertes aussi. Il dit 30 francs. Jérémy, il dit 50 francs. Moi, j'aime pas les chaises
Voilà. Donc ça monte évidemment. 35. Philippe, 35. Et voilà, donc moi je dis 100 francs, alors évidemment, moi, Pascal dit 200 francs parce que la chaise, c'est un aveu. Hein, et là, il y a Philippe qui se gratte la tête. Adjugé. On a tous vu ça dans un film américain, l'objet d'art à 4 millions de dollars, le type à la fin, il se gratte la tête. Adjugé, c'est l'officier de justice, commissaire-priseur, qui décide, c'est-à-dire le pouvoir central, hiérarchique. Ça va pour 1990 2015. Pascal veut une chaise verte. Elle est derrière son ordinateur à la maison. Elle ouvre son navigateur préféré Firefox, logiciel libre, et elle tape dans l'adresse www.auboncoin.fr. Elle arrive sur une page web où il y a une carte de France géolocalisée sur le territoire, et elle tape chaise verte Saint-Avertin. Elle fait entrer et elle voit 4-5 chaises vertes qui arrivent. Ça va? Tout le monde connaît Auboncoin. Ou eBay, c'est pareil. Qui a mis des chaises? Qui a mis des chaises dans Auboncoin? Qui a mis des photos de chaises avec des annonces pour vendre? C'est les gens. Vous êtes d'accord? C'est les gens. Qui les achète? C'est les gens. Où est le commissaire-priseur? Disparu. Qu'est-ce que c'est Auboncoin? Un réseau collaboratif de gens entre eux qui, sur le modèle du réseau distribué, s'échangent des chaises. Changement radical de point de vue. Et là, c'est là où je reviens à votre remarque de tout à l'heure, Pascal. C'est que là, le modèle est collaboratif. Mais il y a quand même des gens qui ramassent un maximum de pognon en un minimum de temps. C'est des gens qui ont quoi? Créé la plateforme. Alors, eux, ils ont compris l'économie du XXIe siècle. Ils ont compris que ce qui ferait gagner beaucoup d'argent, c'est de mettre en place des systèmes où les gens peuvent s'échanger, parler. Et bien Facebook, c'est pareil. Facebook, c'est collaboratif, puisque tout le monde devient ami de tout le monde, s'échange des choses, des idées, des photos, partage, on peut partager, dire j'aime, j'aime pas, commenter. Mais qui ramasse l'argent? Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, à la tête d'une fortune personnelle de 27 milliards de dollars. Quel est le génie de ces gens-là? C'est qu'ils ont compris comment fonctionnerait le monde de demain, et que le monde de demain serait collaboratif. Ça va? Je pourrais décliner ça par plein de... Blablacar. Blablacar. Blablacar, c'est quoi? C'est des voitures de particuliers qui peuvent emmener des gens. Vous imaginez la tête d'Avis ou de Hertz qui avaient le pouvoir hiérarchique et qui sont en train de le perdre? Changement de civilisation. Alors, je vous ai dit, les hippies. Ce personnage que vous voyez, qui s'appelle Stewart Brand, qui est un génie lui aussi, est un vieux hippie. Aujourd'hui, il a 79 ans. C'est un hippie de Californie, un vrai de vrai. Vous voyez, avec sa petite plume, là c'est à l'époque. Hein. Il est hippie, il s'appelle Stewart Brand, et il adore les communautés. Pourquoi les pionniers de l'Internet ont fait un réseau qui n'a pas de centre? Pourquoi ils l'ont fait? Je vous ai dit que c'était des jeunes. C'était des jeunes de la contre-culture, ces jeunes pionniers. Or, ces jeunes étudiants et chercheurs de l'Internet, ils ont entre 20 et 30 ans. Qu'est-ce qu'ils partagent comme culture avec leurs camarades? Peace and love. On est tous des frères, on s'aime tous, on partage l'essence du féminisme, etc. Ils vont créer un réseau qui n'aura pas de centre. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas le pouvoir central, ils n'aiment pas la hiérarchie, ils aiment les communautés où on est tous des frères. C'est bien l'utopie socialisante des années 60, y compris en France, avec mai 68. Cohn-Bendit, à bas de pouvoir, à bas de Gaulle, etc. Et donc, les pionniers de l'Internet vont inventer un réseau qui correspond à leur culture. Alors, je vous le dis tout de suite, l'armée américaine s'est fait avoir. Parce que l'armée américaine, qu'est-ce qu'elle voulait, elle? Un réseau qui soit indestructible, ce qui est le cas. Elle ne s'est pas rendue compte que derrière l'idée du réseau qui est indestructible, il y avait aussi une perte de contrôle totale. Alors, Stewart Brand, il est hippie dans les communautés hippies, il prend de la drogue, il est en Californie, sauf que c'est un génie. Que va-t-il faire? Déjà, il va en 69, comme par hasard l'année de naissance d'Internet, il n'est pas au courant de l'Internet. Il va créer un magazine qui s'appelle le All Earth Catalog, qui est considéré aujourd'hui comme l'origine de Wikipédia. C'est un magazine collaboratif où tout le monde peut écrire, et où toutes les disciplines sont représentées. Le All Earth Catalog, c'est aussi l'origine de Google.
Hein, c'est pratiquement le concept de Google, sauf qu'il est papier, parce qu'on n'est pas numérique. Alors, ce All Earth Catalogue sera un modèle, évidemment, un énorme modèle. C'est un journal qui est lié au savoir, qui est collaboratif, où les auteurs ne signent pas leurs articles. C'est les communautés IP. Hein. C'est une première invention qui va inspirer bientôt Wikipédia et Google. Et puis le deuxième acte de Stewart Brand, c'est qu'il va créer la première communauté virtuelle en ligne sur Internet. En 1985, il se dit dans sa tête, nous on est des communautés hippies, on vit ensemble, vous avez tous vécu ça dans les années 70, on vit ensemble dans une ferme, on mange ensemble. Il va se dire, moi si je faisais la même chose, mais sur Internet. Et il va créer un réseau qu'on appellera The Web, vous voyez, Willy Bug, en 1985, qui est considéré aujourd'hui comme l'origine des réseaux sociaux. Il n'y a que 4000 membres, et ces membres s'échangent plein d'infos. Hein, de tout et de rien d'ailleurs. Hein. C'est le principe du réseau social. Donc Stewart Brand est juste l'inventeur. Je précise aussi que Stewart Brand est l'inventeur du mot PC. Personal Computer. C'est lui qui invente le mot PC. Ce sont des personnages très importants, parce que ce sont des personnages qui vont changer l'histoire. Autres personnages fondamentaux, les logiciels libres. Vous avez entendu parler des logiciels libres? Oui ou non? Ça vous dit quelque chose? Ici, vous avez deux personnages très importants. Vous avez un jeune, il a 17 ans, et nous sommes en 1990, il a 17 ans. Il s'appelle Linus Torvald et il habite la Finlande. Son papa est professeur de sciences de l'informatique à l'université d'Helsinki. Et comme tous les scientifiques de l'informatique, ils n'utilisent ni Mac, ni Windows. Ils utilisent un système extrêmement complexe qui s'appelle Unix. Vous parlez ça. Qui fonctionne avec des lignes de commande. Il n'y a pas de poubelle, de dossier. Ce sont des lignes de commande. Par exemple, la NASA aujourd'hui, fonctionne entièrement sur Unix. Donc c'est un système d'une complexité hallucinante. Or, à la maison, il a 17 ans, papa n'a ni Windows ni Mac. Il n'y a que Unix. Donc, dès l'âge de 7 ans, papa apprend à Linus à faire fonctionner Unix, ce système. Et il est un peu isolé, le pauvre Linus Torvald, parce qu'il voudrait jouer au jeu en réseau avec ses copains, il voudrait chatter avec ses copains, mais il a un système qui ne communique pas avec Windows ou avec Mac. Alors, il décide de simplifier Unix. Excusez-moi, avant Windows et Mac, il y avait le DOS aussi. Le DOS, c'est l'origine de Windows. C'est 72, c'est l'origine de Windows. Le DOS, c'est exécuté, on voit, c'est Bill Gates. Tout à fait. Le DOS, c'est l'origine de Windows. Mais Windows, c'est déjà une simplification d'Unix. Parce que pour simplifier, pour créer Windows, ils ont pris Unix, Bill Gates et Steve Jobs, parce que c'était tous les deux, ils ont simplifié, et ils ont créé le DOS, qui donnera naissance après à Windows. Le problème, c'est que chaque thème que je traite peut être le fruit d'une conférence. C'est vrai. Alors, je précise que Windows est propriétaire et que macOS est propriétaire. Ça veut dire quoi, propriétaire? Ça veut dire que si je suis un développeur informatique et j'essaie de changer le système, j'ai un procès. J'ai un procès. C'est ça qui se passe. Alors Linus, là, il est dans sa maison en bois au bord du lac en Finlande, là, et il se dit, voilà, Unix, c'est très compliqué, je vais essayer de simplifier Unix, de le simplifier pour pouvoir jouer avec mes copains, passer Unix à mes copains et pouvoir jouer avec eux. C'est un ado, hein. Ça, c'est pour le premier personnage. Le deuxième personnage, ce n'est pas le chanteur de ZZ Top. Ce deuxième personnage s'appelle Richard Stallman. Il est professeur d'informatique théorique à Berkeley. Il a une équipe de chercheurs de 70 informaticiens. Et lui, en 1988-89, il s'achète un PC. Alors évidemment, comme il est informaticien universitaire, il utilise Unix, il utilise ce système très complexe. Mais à la maison, il a des enfants, alors il achète un PC, avec Windows dessus. Puis il achète son PC, et puis il achète l'imprimante aussi qui va avec. Il branche l'imprimante sur le PC, et là, il y a le PC qui lui dit « You have no driver ». C'est-à-dire que vous n'avez pas le petit fichier qui dit à l'imprimante « Voici ta maman », c'est-à-dire l'ordinateur. Alors il est énervé, il va voir son vendeur Microsoft, il lui dit « Passe-moi le driver ». Et le vendeur Microsoft lui dit « Oui, c'est $50 ». Et là, ça l'énerve. Ça l'énerve au plus haut point. Parce qu'en plus, il faut qu'il paye un fichier. Alors il va rentrer en guerre.
Il va rentrer en guerre contre Bill Gates. Il va dire désormais l'informatique doit être libre de droit. C'est-à-dire il veut que l'informatique soit gratuite, que les systèmes soient gratuits, non payants et non propriétaires. Alors il va créer la National Free Software Foundation à l'université de Berkeley. Il va créer cette... Et il va réunir ses chercheurs, comme vous là dans la salle. Il va dire désormais on va reprendre Unix et on va simplifier Unix pour faire un système libre de droit. Et on le donnera ce système au monde entier. C'est son projet. Alors il travaille, vous imaginez? Il travaille et personne n'y arrive. Personne n'y arrive, c'est un ratage total. Personne n'y arrive. Et de l'autre côté, il y a Linus, qui lui a essayé de simplifier le système aussi. Mais il ne sait pas ce que ça donne. Et comme il ne sait pas ce que ça donne, il va prendre le carnet d'adresse email de son père et il va faire un mail groupé à tous les collègues de son père dans le monde entier. Tous les autres profs de sciences informatiques. Donc, il va y avoir un mail groupé avec des morceaux de code, c'est ce qu'il a produit, et ben forcément, dans les collègues de son père, il y a lui. Et lui reçoit le mail de Linus Torvald. Il trouve ça bizarre, il reçoit un mail du fils adolescent du grand professeur Torvald à Helsinki. Pourquoi son fils lui écrit, quoi? Alors, il regarde le mail, il l'ouvre, et il dit, c'est quoi? Il a essayé de simplifier Unix, comme nous, chercheurs à Berkeley. Il dit, ouais, c'est un gosse, hein, il s'amuse, et il file le mail, il envoie le mail à un de ses collègues, en disant, tu regarderas. Alors le collègue, il regarde, et il vient voir Richard Stallman, il dit, monsieur, ce que vient de faire Linus Torvald, c'est ce que nous, on essaie de faire depuis 10 ans, avec 70 chercheurs chevronnés. En gros, je vous présente un génie. Il va simplifier le système. Il va en faire un système simple. Alors, forcément, que fait Richard Stallman? Il écrit un mail à Linus Torvald, et il lui dit ça, c'est un mail historique. Il lui dit, you are genius, tu es un génie, et il lui dit, tu vas devenir l'homme le plus riche du monde. Pourquoi? Parce qu'il pense à Bill Gates. Il dit, c'est comme Bill Gates, ce type. Et la réponse va être incroyable. Toute la réponse de Linus Torvald va faire basculer le monde dans une autre vision du monde. Il va dire, à 17 ans, il faut avoir une sacrée maturité, je ne veux pas devenir l'homme le plus riche du monde, je m'en fous. Premièrement. Deuxièmement, mon invention, je la donne. Je la donne au monde entier. Attention, à 2 conditions. Tout le monde pourra utiliser gratuitement mon système, à 2 conditions. Première condition, si un informaticien utilise mon système, il devra l'améliorer. C'est-à-dire rajouter sa contribution, rajouter sa brique. Ça, c'est la première loi. Deuxième loi, non seulement il devra l'améliorer, mais il devra le passer à son voisin. Les Américains appellent ça hot potato, la patate chaude. Qu'est-ce qui va se passer? Le système inventé par Linus Torvald va passer de main en main dans le monde entier de milliers de programmeurs informatiques qui, à chaque fois, vont l'améliorer. Ils vont l'améliorer, ils vont l'améliorer. Alors, ce système libre de droit et gratuit, eh bien, Richard Stallman va lui donner un nom. Il va prendre le prénom de Linus, il va prendre Unix, il va hybrider les 2 mots, et va naître Linux, dont le symbole, le petit pain noir. Qu'est-ce que c'est Linux? Linux n'est pas un système d'exploitation, c'est bien plus que ça. Vous connaissez les Lego? Les Lego. Les Lego, j'ai des briques, et qu'avec ces briques, je peux fabriquer une maison. Eh bien, c'est exactement le même principe. Qu'est-ce que c'est Linux? C'est des briques de code, des morceaux de code informatique, et suivant leur agencement, je fabrique un système. Ce qui fait que de Linux partent des dizaines de systèmes qui sont créés. Le plus célèbre en France s'appelle Ubuntu, qui est un système qui fait marcher les ordinateurs, mais qui est gratuit et libre de droit. Qu'est-ce qu'instaure, et pourquoi je vous montre ce personnage? En 1990, qu'est-ce qu'instaure Linus Torvald? L'idée du collaboratif. L'idée de partager le savoir, de le compléter entre nous, de contribuer pour fabriquer du savoir. Jamais ça n'aurait existé si le réseau avait été centralisé. Jamais. Ça va? Mais lui, il parle des usages d'un collaboratif. À côté de ça, il y a les hackers. Et souvent les gens dans la rue confondent les hackers et les pirates. Ce n'est pas la même chose. Un pirate informatique, c'est quelqu'un qui est soit payé par un industriel pour faire de l'espionnage, soit par un mafieux pour aller casser une banque, soit un pur vandale, un type qui donne des coups de couteau dans le bus, sur les sièges. C'est ça un pirate. Un hacker, c'est pas ça. Un hacker, c'est quelqu'un qui a une éthique, vous voyez les bouquins,
Éthique du hacker, l'éthique des hackers. Il a une vision politique des choses. Il veut que le savoir soit libre de droit. Il veut que les systèmes soient non propriétaires. Alors, il revendique cette éthique. Et il va hacker tous les gens, il va pirater les gens qui ne sont pas d'accord avec cette éthique, qui veulent rendre, centraliser le pouvoir, ne pas partager le savoir, etc. Donc, évidemment, certains d'entre eux sont hors la loi. Mais ça donne lieu, aujourd'hui, au quotidien, à ces fameux lanceurs d'alerte. C'est-à-dire ces gens qui nous révèlent que l'État américain nous espionne. C'est un hacker. Wikileaks, vous avez dû entendre parler de Wikileaks, ce réseau de gens qui... ou les indignés. Les indignés. Alors, on est changé de modèle. Voici les deux civilisations. À gauche, vous avez la hiérarchie. Le chef fait la hiérarchie. Et à droite, là, vous avez le collaboratif. Eh bien, le monde collaboratif, petit à petit, est en train de manger le monde hiérarchique. Et on le voit dans tous les exemples possibles et imaginables. J'ai quelques exemples. Wikipédia. C'est quoi Wikipédia pour vous? Ouais. Qui écrit dans Wikipédia? Tout le monde. C'est marrant. D'un côté, j'ai Universalis Larus Britannica, qui sont des encyclopédies hiérarchiques. Pourquoi? Parce qu'il y a un comité scientifique qui décide de qui va écrire dedans. Et les gens qui vont écrire seront payés, et très bien payés. Ce comité scientifique, il s'organise. Eh bien, ces encyclopédies hiérarchiques sont les héritières de la Diderot d'Alembert du XVIIIe siècle. Ces encyclopédies, elles sont mortes. La version papier, là, vient d'être arrêtée l'année dernière de l'Universalis. Et quant à la Britannica, ils sont en ligne et ils demandent aux lecteurs de compléter les articles. Eh oui, parce qu'ils sont morts. Il y a un artiste allemand qui a eu une idée. Il s'est dit, et si j'imprimais Wikipédia en papier? C'est une idée folle. Alors il va aller voir un mathématicien de l'université de Francfort, il va lui poser la question, combien de volumes ferait Wikipédia si on la publiait en version papier? Je vous rappelle que l'Universalis, c'est 24 volumes avec ses annexes. Si on imprimait aujourd'hui Wikipédia, ça serait, à la louche, entre 35 000 et 40 000 volumes. Je précise que l'encyclopédie Diderot d'Alembert date du XVIIIe siècle et que la Wikipédia date de 2003. Vous imaginez? C'est-à-dire un savoir absolument considérable. Je vais vous annoncer une chose que moi-même j'ai eu du mal à croire, alors que je suis dedans toute la journée. Depuis les 2 dernières années, c'est-à-dire 2013-2015, on a produit plus d'informations sur la planète Terre que depuis le début de l'histoire de l'humanité. Vous imaginez? C'est ce qu'on appelle le big data, les données massives. L'information, c'est le pétrole du XXIe siècle. Au XIXe, c'était le charbon, au XXe, c'était le... Justement, tout à l'heure, je voulais le dire, mais là, ça vient. Il y a un livre qui s'appelle La troisième révolution industrielle. Je vais vous manquer. Jeremy Rifkin. Voilà. Et qui parle de l'assemblage de la communication et de l'énergie. Je rebondis sur vous. Ça fait plaisir. C'est génial que vous connaissiez ce livre. Parce que Jeremy Rifkin, c'est une de mes références. Eh bien, que dit Rifkin? Lui aussi parle de changement de civilisation. Jeremy Rifkin, c'est aujourd'hui le conseiller privé de Martine Aubry pour la région Nord-Pas-de-Calais. Il est prix Nobel d'économie, il est américain. Et il nous dit qu'on va changer de modèle énergétique. Que dans les 50 prochaines années, on va changer le modèle de l'électricité. Je vous explique parce que c'est très parlant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'EDF a changé de nom. Comment il s'appelle maintenant? ERDF. ERDF. Que veut dire le mot R? Réseau. Que dit Jeremy Rifkin? La centrale nucléaire, la centrale électrique, c'est le centre, c'est la hiérarchie. Eh bien, il dit, c'est fini. Dans les 50 prochaines années, la mort du carbone, la mort du charbon, la mort du pétrole, l'énergie, les énergies renouvelables, l'énergie solaire et l'hydrogène en premier, il dit que bientôt, chacun d'entre nous produira sa propre électricité. Parce qu'on aura des panneaux solaires dans toutes les constructions, par exemple, les passages piétons seront des panneaux solaires, et donc chacun d'entre nous produira son électricité. Enfin, l'hypothèse n'est pas aussi rigide, c'est une hypothèse de raisonnement. Tout à fait, mais c'est pour bien faire comprendre où on va. Il dit chacun d'entre nous produira son électricité. Donc,
c'est-à-dire le réseau distribué. Que dit-il? Eh bien, évidemment, forcément, à Nîmes, on produira plus d'électricité qu'à Lille. L'ensoleillement n'est pas le même. Si c'est le soleil. Voilà, c'est le soleil. Par exemple. À quoi va servir le RDF? Elle deviendra gestionnaire d'un réseau collaboratif de petits producteurs. Ils ont déjà fait une approche quand ils ont développé le monopole de production d'électricité individuelle et que vous, si vous faites de l'électricité, vous n'avez le droit que de la vendre à l'EDF. C'est ça. Alors que dans ce système libre, il va y avoir aussi un genre de hacker qui va consister à dire moi j'achète un chauffe-eau solaire, l'électricité qui est faite par le soleil, elle est pour moi. Et je distribue ce qui est en surplus. C'est ça. Mais je ne passe pas par Le centre. HF. Voilà. Alors, je vais résumer la phrase de Rifkin. On est en train de passer d'un modèle énergie centralisé, la centrale nucléaire, à un modèle distribué. C'est-à-dire l'idée du réseau, ça revient à l'idée du réseau distribué. Changement de civilisation. Donc Wikipédia, encyclopédie Colabrotte. Bitcoin. Oula. Bitcoin, c'est quoi Bitcoin? C'est une monnaie, je ne vais pas rester trop longtemps, c'est une monnaie virtuelle distribuée. Il n'y a pas de banque centrale. C'est entre les gens. Le même modèle est décliné. Alors, le peer-to-peer. Vous avez un personnage très important qui s'appelle Sean Parker. Qui est Sean Parker? C'est un pirate informatique. À la fin de en 1999, il invente un logiciel incroyable qui s'appelle Napster. Napster permet à n'importe qui sur la planète d'échanger des fichiers avec n'importe qui. Est téléchargeable et c'est un logiciel libre. Il est donc gratuit. 400 millions de personnes vont télécharger Napster et vont s'échanger quoi? Des films, des livres, des fichiers de musique, au nez et à la barbe de la propriété intellectuelle des grandes multinationales de la culture. Forcément, il va aller en prison. Sauf que, comment dire, il va aller en prison, il a 18 ans, hein, quand même, ça fait drôle, hein, 18 ans, il est pirate. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il a inventé une autre manière d'échanger, hein, et de croiser et d'échanger des choses. Alors, il va sortir de prison, et aussitôt, on ne laisse pas un génie comme ça dans les rues, hein, la Silicon Valley va dire « Viens, assieds-toi, tu veux un peu de sous, tiens, on te propose un appartement, une voiture, c'est un génie. Hein. Donc, et on va lui dire, tiens, tu pourrais réfléchir avec nous sur un nouveau logiciel de téléphonie. Alors il va être mis avec d'autres hackers, hein, on appelle ça aussi des expressions vulgaires, mais dans le métier on les appelle comme ça, des pisseurs de code, des gens qui sont des génies du code. Ils vont être mis dans un groupe de travail pour inventer un logiciel de téléphonie innovant. Aujourd'hui, si je prends mon téléphone et que j'appelle Pascal, un 06 appelle un autre 06. Je suis en train de parler à Pascal. Est-ce que Philippe, pendant que je parle à Pascal, peut parler à Pascal? Oui, parce qu'il Avec le téléphone. Si je suis en train de parler, je suis en ligne avec Pascal, est-ce que vous pouvez parler? Il y a une expression, qu'est-ce qu'on dit? Que la ligne est occupée. On dit que la ligne est occupée. Pourquoi la ligne est occupée? Parce qu'on ne peut pas faire de vidéoconférence. Non, pourquoi la ligne est occupée? Eh bien, il est temps que je parle de ma grand-mère, paix à son âme. Ma grand-mère, en 1955, elle est à Pouzauges, en Vendée. Saint-Avertin, c'est Chicago à côté. Elle est à Pouzauges. Et elle est, attention, standardiste téléphonique au PTT. Et mon grand-père est receveur des postes, chef de la poste. Ça peut, d'ailleurs, il a passé ma grand-mère. Mais bon. Donc, c'est pas grave. Et donc, elle est standardiste. Et là, il y a le maire de Pouzauges qui veut parler au notaire. Alors, il appelle, ma grand-mère s'appelait Hélène, et il fait un numéro sur son téléphone, et puis il tombe sur Hélène, il tombe forcément sur ma grand-mère. Et ma grand-mère fait « Monsieur le maire, vous voulez parler à qui ? Passe-moi le notaire, Proutot !» Alors, que fait ma grand-mère ? Elle branche le maire vers le notaire. Que représente ma grand-mère ? Le centre. Elle représente la hiérarchie. Sans ma grand-mère, vous ne pouvez pas téléphoner. Elle représente le centre. La centrale téléphonique. La centrale nucléaire. La centrale électrique. Ça va pour tout le monde ? Sauf que si elle nous apporte de l'eau comme ça nous en donner, on va bâtir la langue. Alors,
connaissez Skype? Tout le monde connaît Skype. À commencer par les seniors. Mieux que d'ailleurs les jeunes. Pourquoi? Parce que les seniors peuvent parler aux petits-enfants à distance, voir les bébés, voir les anniversaires. C'est quoi Skype? C'est le premier téléphone distribué collaboratif. Si je suis sur Skype avec Pascal, Jérémy peut être sur Skype et me parler, tout le monde peut me parler, tout le monde peut parler en même temps, c'est le premier téléphone distribué. Alors, qui a gagné? France Télécom ou Skype? Sans aucun doute, sans aucun doute. Le téléphone collaboratif Skype a gagné. Et en plus, je peux chatter, envoyer des fichiers et faire de la visiophonie. Sans aucun doute. Ce n'est pas un hasard s'il y a 2 ans, 1 an et demi, Microsoft a racheté Skype. 7 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si Microsoft pose 7 milliards de dollars pour acheter un petit logiciel tout pourri, c'est que le logiciel porte un enjeu considérable. Passage d'un monde hiérarchique à un monde collaboratif. Alors le monde collaboratif, il représente... il y a des mots. Alors, je vais dire, il y a plein de mots. Je ne sais pas, par exemple, covoiturage. Covoiturage. J'ai un fils de 20 ans qui est à Tours, qui est à la fac à Tours. J'ai un fils de 20 ans, puis je lui dis, il voulait un festival de rock, les Vieilles Charrues. Voilà, le festival des Vieilles Charrues. Puis je lui dis, tu vas comment aux Vieilles Charrues? Je m'inquiète un peu, il a son permis, tout ça. Je dis, comment tu vas? En covoite. Hein? Qu'est-ce que tu me racontes? En covoite. Qu'est-ce qu'il a? En covoiturage. Et pour lui, c'est une banalité affligeante. Le covoiturage, encore une fois, le monde collaboratif. Covoiturage. Le financement participatif, le crowdfunding. Si vous voyez la tête des banques, imaginez, Pascal a un projet, elle est designeuse, et elle veut fabriquer une chaise verte. Ah, c'est un projet, designeuse. Alors, il faut qu'elle construise un prototype, parce qu'elle va la vendre, et après il faudra industrialiser le truc, et elle n'a pas un rond. Alors que fait-elle dans l'économie du XXe siècle? Elle va voir le banquier. J'ai un projet, est-ce que vous pouvez me prêter des sous? J'ai besoin de 50 000 euros, etc. Le banquier, évidemment, qui est très réticent, il dit non. Alors que va faire Pascal? Elle va aller sur une plateforme de financement participatif, ulule.fr. Elle va présenter son projet, mettre ses photos, où est-ce qu'elle veut aller, quel projet. Et elle va demander aux gens de mettre des sous. Et elle va constituer comme ça une communauté de passionnés autour de son projet. C'est un immense changement radical. La tronche des banques ne maîtrisent plus parce que les banques, elles sont hiérarchiques. Ça va? Je vous donne un exemple. À Strasbourg, il y a une petite église romane au plein cœur de Strasbourg, et la ville de Strasbourg, le DGS, il dit il faudrait quand même ravaler cette petite... Elle est moche. Il faut la ravaler, cette façade. Alors ils font une évaluation budgétaire, 20 000 euros le ravalement quand même. Alors à l'heure où les collectivités locales n'ont plus beaucoup de sous, la mairie dit on peut mettre 10 000. Et puis le maire dit on va faire une campagne participative. On va mettre sur un site internet et on va demander aux gens de donner les autres 10 000 euros. Chacun mettra ce qu'il veut. Alors il y a des gens qui vont mettre 2 euros parce qu'ils aiment bien l'art roman. Certains, des profs d'histoire, vont mettre 50 euros parce qu'ils voudraient bien que cette petite église existe bien. Et bien, dans le processus, il y a un Strasbourgeois, il a mis 5 000 euros d'un seul coup. 5 000. Alors, les disques, les chanteurs, là, oui, pareil. Tout à fait. Alors, forcément, la mairie se dit, mais qui c'est ce type qui a mis 5 000 euros? Quel généreux! Il est généreux, il est mécène, c'est génial. Alors, je vais le voir. En fait, il habite en face de l'église. Il habite juste en face de l'église romane. Et son notaire lui a dit, mets 5 000. Mets 5 000. Parce que l'église sera magnifique, et donc toi, ta maison, elle va prendre de la valeur. Dans un très beau quartier. Voilà, il y a mis 5 000. Vous voyez, c'est subtil. Le financement participatif ou le financement bancaire hiérarchique? Pareil, changement de civilisation. J'en profite pour dire aussi que le film que Projet Concret a été financé sur ce projet de la Ruche. Ah tiens. Sur Kickstarter, appel à contribution et voilà. Alors vous voyez, il y a d'autres mots. Il y a le coworking en ce moment, on voit émerger dans le monde entier des espaces de travail collaboratif. On appelle ça le coworking, qui sont des lieux de travail complètement radicalement différents. Dans les entreprises, au lieu de penser en hiérarchie, on commence à imaginer des espaces de coworking. En ce moment, moi, dans mon métier, j'accompagne le conseil départemental de Loire-Atlantique.
Et la mission qui m'est donnée, c'est de transformer le centre de documentation en espace de co-travail collaboratif. Même au sein des collectivités, on est en train de changer de modèle. Alors, ça donne lieu à regardez, c'est un schéma américain, qui donne lieu à une économie, carrément. On est en train de rentrer dans une économie collaborative. C'est le nouvel ordre économique, le nouveau modèle économique du monde. Alors, il y a toutes sortes de... je vous en ai cité quelques-uns. Airbnb, par exemple. Airbnb, c'est un site où je vais pas à l'hôtel, je dis je suis à Belfort du 3 juillet au 5 juillet, je cherche un appart ou je cherche une chambre. Et là, c'est quelqu'un qui me répond et qui me propose son appart ou son studio. Vous imaginez la tête des hôtels? Les hôtels? Alors, l'économie collaborative, parce que nous, le problème c'est le mot collaboratif, hein. En France surtout. En France, le mot collaboratif est bizarre. Aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, collaboratif, ça n'a rien d'humaniste. C'est juste un mode de fonctionnement. Nous, on a juste subi pétain, enfin, collabo. Donc forcément, pour un Français, collabo, on le transforme le collaboratif en bisounours, c'est forcément humaniste, etc. Mais pour les Allemands ou les Américains, pas du tout. C'est un autre modèle, c'est tout. Et ce modèle, il n'a rien d'humaniste. Il représente le nouvel ordre économique et industriel. 3 exemples, Facebook, Twitter, Google, qui fonctionnent sur des modèles collaboratifs. Le collaboratif devient humaniste quand les usages, on met des valeurs, de la valeur, de l'éthique, de la morale autour des usages. 2 livres. À droite, Vive la co-révolution. C'est un livre qui n'a rien à voir avec le marxisme, machin. C'est un livre qui vous montre par A plus B, vous pouvez l'en qu'il est ici. Vous l'avez ici, je crois. Si, je crois que vous regardez le nom. C'est un livre très important, Anne-Sophie Nobel. C'est un livre très concret, très concret, qui vous montre tous les nouveaux services collaboratifs qui existent. Comment le monde est en train de se transformer. Et puis de l'autre côté, vous avez un grand sociologue américain de l'université de New York qui a écrit un livre qui s'appelle Ensemble pour une éthique de la coopération. Lui aussi, il dit il faut collaborer. Qu'est-ce que c'est Wikipédia? C'est la collaboration de tas de gens autour de l'idée du savoir. Je vous vois bien écrire dans Wikipédia. Vous allez non, mais savoir. il ne faut pas aller trop vite non plus. Quand vous dites qu'il faut 70 ans pour changer de civilisation, c'est parce qu'il y a quand même un revers de la médaille. Il ne faut pas forcément les avantages. Notamment quand vous parliez de Google, moi j'ai lu un bouquin assez récent sur Google aussi. Le patron de Google qui a démissionné, pourquoi il a démissionné? C'est pas pour rendre le truc collaboratif, c'est parce qu'il a la majorité décidé de l'orientation de Google, c'était collaboratif, il ne pouvait plus rien faire, même s'il était compétent. Et le souci qui est apparu au niveau des États-Unis, parce que c'est carrément un problème national, ils ont dit attention, parce que si la direction est bonne, tant mieux. Mais supposez que ça soit non pas des hackers mais des pirates, et vous avez le système qui part dans la mauvaise direction, qui va l'arrêter? C'est comme le Titanic. Complètement. Voilà, il il faut quand même aller doucement. On est d'accord. Il faut avancer prudemment, parce que aussi bien on peut voir ce qui miroite, que l'on peut être trompé par l'ombre. Alors, en ce moment, on parle d'open. Tout est open. Open, ça veut dire justement que c'est pas fermé et pas hiérarchique. Tout est ouvert. On parle d'open data. Tiens, les collectivités. L'open data, c'est quoi? L'open data, c'est de dire qu'une collectivité produit énormément d'informations. Le château de Cangé produit de l'information, la médiathèque produit de l'information, le centre de loisirs produit de l'information, une mairie produit énormément d'informations. Cette information, elle doit rester libre de droit, c'est-à-dire elle nous appartient, nous citoyens. Pour la laisser libre de droit, il faut la protéger par des licences de propriété intellectuelle, des licences libres, c'est-à-dire qui permettent à tout le monde, sinon, des structures comme Google vont privatiser cette information, vont la vendre. Et du coup, il y a un mouvement mondial qu'on appelle l'open data, les données ouvertes. Oui, mais il y a une vraie guerre. Ah, c'est une guerre. Parce qu'il n'y a pas que ce système-là qui permet de briller. Vous avez des torpilleurs qui envoient des torpilles pour que le système capote. Bien sûr, toujours. De la même façon qu'il y a eu des pirates qui ont pénétré au Pentagone, vous avez l'escalade qui s'opère dans les deux sens. Les services d'espionnage et de contre-espionnage, ils ne sont pas que américains. On est bien d'accord. Les Chinois, les Russes, les Français, etc. Tout le monde existe. On est bien d'accord. Et le collaboratif de ce côté-là, il n'est pas tout à fait encore au point. Bien sûr, mais de toute façon, il faut du temps. Alors, regardez, Citizen Empowerment. C'est un mot anglais qui veut dire le pouvoir d'agir.
Aujourd'hui, tout le monde peut parler à tout le monde peut collaborer avec tout le monde peut partager avec tout le monde. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il se passe que les gens se réunissent pour repenser le monde, pour le refabriquer. Je vais vous donner un exemple que j'ai donné à mon camarade Jérémy tout à l'heure au déjeuner. Dans le Puy-de-Dôme, c'est un exemple très concret, vous allez voir. Dans le Puy-de-Dôme, il y a dans une petite ville qui s'appelle Lezoux, qui fait 20 000 habitants, où il y a un musée de la céramique, il a fallu penser la médiathèque, la nouvelle médiathèque, comme ici. La nouvelle médiathèque a été conçue pendant 2 ans et demi par les citoyens, inventée par les gens. La mairie a réuni des gens dans des ateliers, dans du brainstorming, dans des jeux, où on leur a demandé alors qu'est-ce que vous voulez dans la médiathèque, qu'est-ce que vous voulez comme usage, quel type de livre il va y avoir, est-ce qu'il y aura une entrée au sud, est-ce qu'il faudra un jardin devant, et on a fait parler tout le monde. Et après, la mairie a pris en compte l'avis de tous ces gens, a fait une synthèse, a donné ça à un cabinet de programmation, pour que le cabinet de programmation imagine un équipement qui soit, on va dire, la synthèse des envies des citoyens de Lezoux. Eh bien, l'année dernière, au mois de juillet, dans le Guardian à Londres, double page, Mediathèque of Lezoux, 2 points, Citizen Empowerment, prise de pouvoir du citoyen. C'est-à-dire que cette médiathèque, qui est en train de se construire à l'heure où je vous parle, elle fait le tour du monde parce qu'elle a été co-inventée, co-imaginée, co-construite par les gens, et les gens de toute génération, du plus petit au senior. Et les gens de Lezoux, les habitants de Lezoux, comme Saint-Avertin, sont très très fiers, sont tous fiers d'avoir donné des idées, amené des compétences. C'est un modèle qui est en train de se décliner, qui va se décliner dans tous les sens. Vous voyez? Compliqué, hein? Moi, je suis sceptique, parce que... on peut l'être. D'ailleurs, récemment, ici, pour la région, ne serait-ce que les travaux de l'autoroute A10 qui sont gérés par OASD et tout ça, on fait des conférences et tout ça, où on demande l'avis des gens et tout ça. Et ça marche pas? Non. Moi, je pense qu'on te fait semblant de... Enfin, aujourd'hui, je ne dis pas que demain, oui, non, je comprends ce que vous voulez dire. Aujourd'hui ou hier, parce que quand on parle de ça aujourd'hui, c'était en préparation il y a déjà 15 ans, on te faisait croire qu'on te demandait ton avis, comme ça, on écoutait ton avis et on le notait même. Ça, c'est Ségolène Royal. On n'en tenait strictement pas compte. C'est ce que vous dites là, c'est Ségolène Royal. C'est les démocraties Oui, participatives. mais il n'y a pas qu'elle. Non, mais bon, alors aujourd'hui, vous voyez, je suis enchanté d'être ici, parce que c'est vrai que ça ouvre de l'esprit sur d'autres choses, mais oui, moi je suis un peu le paysan de cette... Alors, quelle est la différence entre ce que vous avez vécu avec l'autoroute et puis aujourd'hui? Il y en a une qui est très importante. C'est qu'aujourd'hui, le pouvoir du citoyen, il est en ligne. Oui, voilà, le citoyen parle. Le citoyen s'exprime. Je vais vous donner un exemple qui est le mien. Je vous donne un exemple qui est le mien. Je vais vous donner deux exemples que j'ai vécus. Mais très concrets, vous allez voir. Je fais une conférence, là, je suis en train de faire des conférences. Imaginez que chacun d'entre vous ait un compte Facebook. D'accord? Vous me trouvez nullissime. Je ne suis pas clair, c'est pas vivant, et on s'ennuie. Vous rentrez à la maison. Hop, Facebook. Aujourd'hui, j'ai assisté à la conférence de Pascal Desfarges à la médiathèque de Cangé. C'était nul, j'ai rien compris, etc. Alors, s'il y en a qu'un qui dit, c'est pas grave. Mais si tout le monde le dit, vous croyez que Alice Bernard va me proposer l'année prochaine de faire une conférence? Je suis mort. Commercialement, je suis mort. Et ça, c'est un nouveau pouvoir qui est très puissant et qui ne fait que commencer. Si les gens se réunissent et commencent à dire ah ouais, le fin bus là, il y a du cheval dedans. J'ai bien dit en citant le que c'était une étude d'il y a 15 ans. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, mais ça je l'ai vécu à plusieurs reprises. Bien sûr, bien sûr. Moi je suis arrivant ici, mais j'étais dans la région parisienne et c'était pareil. Ça je l'ai vécu et avec un grand. La différence entre votre époque et cette époque d'aujourd'hui, c'est le pouvoir du réseau. C'est le pouvoir du réseau. Je suis d'accord. Voilà. Donc ça va changer beaucoup de choses. Ça fait l'ouverture d'esprit, franchement. Voilà. Alors, dernier chapitre, et pas des moindres. Vous voyez, j'ai appris, c'est un titre un peu compliqué, culture du prototype et philosophie de la brique. Regardez bien. Lego. Ça vient d'où Lego? C'est quel pays? Danemark. Kapla. Kapla, vous savez, c'est des petites barres en bois. Les enfants, ils ont des petites barres en bois qui font des constructions. Finlande. Playmobil. Allemagne. Ikea. Suède. Linux.
dont je vous ai parlé tout à l'heure, fabriquer son petit Finlande, est un Minecraft qui est un jeu de construction virtuelle en ligne qui est norvégien. Je ne m'explique pas, alors j'ai pas de réponse à vous donner. Je ne sais pas pourquoi, mais le nord de la Finlande, le nord de l'Europe, est dans une philosophie de fais-le toi-même. Fabrique ton meuble. Fabrique ton petit soldat. Fabrique Linux, ton système d'exploitation. Minecraft fabrique ton univers virtuel. Et Playmobil fabrique les petits personnages. Tout ce nord de l'Europe est dans cette philosophie de fabriquer soi-même. Bizarre, je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de demander à un ethnologue, à un anthropologue, personne ne m'a encore répondu. Il y a aussi le fait qu'on ignore certains secteurs qui sont aveugles. Quand même, c'est très parlant, quand même, c'est Marx. Quand on voit ce qui sort par exemple de la Corée actuellement par rapport à la Chine, qui nous a bien arrosé de consommation, on voit qu'il y a des pays où on a vu de haut ce qui se passait. Et là, on va peut-être aussi faire des découvertes de journaux. Ah, peut-être. Parce que rappelez-vous, les Japonais, quand ils nous ont montré ce qu'ils savaient faire en matière de motorisation, rappelez-nous la célèbre histoire du faux Concorde. Moi, je pense que c'est tout bêtement religieux. On est sur Terre pour produire. Dans la mentalité allemande, on ne va pas se crucifier. C'est le protestantisme. C'est le protestantisme. C'est ça. La seule réponse que j'ai eue, fais-le toi-même, prends-toi en charge toi-même, fabrique ton meuble, fabrique tes jouets. C'est l'éthique qu'on appelle l'éthique des protestants, c'est le protestantisme. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Je continue. Alors, il y a un mouvement mondial, qui est mondial, attention, aujourd'hui c'est mondial. Ce mouvement, on l'appelle les makers, traduction française, les faiseurs. Et le mouvement s'appelle le do it yourself, D-I-Y. Les expressions qui sortent sur Internet, do it yourself, fait avec les autres aussi, collaboratif. Hein. Et puis une pensée qu'on appelle la pensée design. C'est l'idée qu'on va reconstruire le monde, repenser le monde, refabriquer le monde avec des nouveaux modèles, hein, ces changements de civilisation. Et que pour repenser le monde, il faut le faire de manière collaborative entre les gens. Ça va donner naissance à ça, par exemple. L'imprimante 3D. L'imprimante 3D donne naissance à des lieux qu'on va voir juste après pour finir, qu'on appelle des Fab Labs. Ce sont des lieux où je vais apprendre à fabriquer des objets. À un enfant, une petite fille pourra fabriquer son objet. Comment ça fonctionne? Je vais faire un dessin d'un lapin. Je fais un dessin d'un lapin. Et puis après, avec un petit logiciel libre qui s'appelle Sketch, je vais transformer ce lapin en 2D, en faire un dessin en 3D. C'est ça, un fichier. C'est pour ça que je vous demandais, c'est pas l'historique, là aussi, c'est pas à travers les hologrammes que ça va commencer. Oui, ça a une influence, ça, c'est sûr. Ouais. En tout cas, c'est 3D. Et donc, ce petit lapin, son origine, c'est un fichier 3D. Comme si vous voyez sur l'ordinateur 3D. Ce petit fichier, c'est un fichier comme Excel, comme Word, de la même manière. Je vais le mettre sur une petite disquette d'appareil photo. Cette petite disquette, je vais la mettre dans l'imprimante 3D. Et à ce moment-là, il y aura des petits fils comme ça, des fils de plastique qui vont fondre. Et petit à petit, par couche, le petit lapin va être construit par l'imprimante 3D. Les conséquences de cette technique sont considérables. On parle du troisième révolution industrielle. Pourquoi? Parce que ça veut dire que chacun d'entre nous va avoir les moyens de produire ce qu'il veut quand il veut, sans passer par l'industrie. Non, mais ce que j'ai entendu dire, moi, c'est que c'est surtout une économie de matière. Ah, mais aussi, tout. Développement durable. Principalement. Mais c'est surtout le potentiel que chacun peut construire son objet. Par exemple, vous avez une pièce de machine à laver qui est cassée, vous la refaites. Vous la refaites. Vous avez un fichier, vous la refaites. Tous les fichiers qui sont produits par les imprimantes 3D, les fichiers 3D, sont mis en ligne, téléchargeables et partagés entre tous, collaboratifs. C'est pour vous dire qu'on crée des fichiers, et que je peux aller les télécharger gratuitement, ces modèles, en fait, qui sont des modèles, ils sont des plans. Hein. À tel point qu'aujourd'hui, les Chinois, on en parlait ce midi, ont inventé l'imprimante béton, qui sera énorme et qui sera capable de construire des immeubles, tout seul. Des immeubles, vous imaginez? Il n'y a plus d'intervention d'ouvriers. Il y a des immeubles avec des drones aussi qui posent des briques. Hein. C'est l'automatisme, on rentre dans la société automatique. Je n'ai pas le temps non plus, c'est un sujet en soi. Alors, regardez encore deux livres. Toujours le même sociologue, là, ce que c'est la main, c'est le retour de la main, c'est le retour du fer, c'est la révolution de l'artisanat. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un ébéniste, parce qu'on a des imprimantes 3D en bois aussi, qu'un ébéniste pourra utiliser ces imprimantes. On parle même de bioprint, on pourra refaire des organes vivants avec des cellules. Hein, je ne vais pas aller trop loin. Je ne vais pas défaire l'intérêt de votre démonstration, mais moi, ça me fait penser à Léonard Vinci, qui avait des idées fantastiques, et puis qui ne pouvait pas les mettre en œuvre, et nous, maintenant, on les
voit mise en œuvre. C'est ça. C'est un peu ça qui se Tout à passe. fait. Là, on est un peu dans la théorie. On est tous des petits ingénieurs. Non, mais en plus de ça, on est dans l'immédiat, Ah, du faire. la théorie, mais la pratique, elle n'est pas Voilà. encore tout de suite. Hein. Ça commence. Ouais, pour 70. Vous savez, c'est comme si je vous... C'est que là, l'imprimante 3D, c'est comme si je vous parlais de la Ford T. C'est comme si on était en 1915 et que je vous parlais de la Ford T. Alors je dirais, c'est hyper nouveau. On est au tout début de quelque chose. Vous imaginez dans 20 ans ou 30 ans ce que ça va être, l'imprimante 3D. On aura très très vite, parce qu'elles vont être vendues aux États-Unis très vite, chacun d'entre nous dans sa maison aura une imprimante 3D. Voilà. Alors je passe ça. Alors on voit émerger des lieux collaboratifs. Tout devient des labs. Regardez, tout est lab. Lab veut dire laboratoire. Tout est lab. Open lab, regardez, c'est des mots. Hackerspace, makerspace, ce sont des lieux collaboratifs. Des lieux où il y a des technologies numériques. Ici, dans cette médiathèque, on pourrait avoir un makerspace ou un fab lab. Il y en aura un d'ailleurs. Il y aura un espace de fabrication numérique. Hein, interne. Ça va faire partie de ces logiques. Même l'État français a créé un site sur l'innovation qui s'appelle l'État Lab. Hein, et même le Monoprix. Ça, c'est la gare Montparnasse. Le Monoplab. On est dans un mouvement d'innovation en ce moment comme rarement on l'a été, au moins depuis la Seconde Guerre mondiale. Un mouvement d'innovation technologique, d'innovation scientifique, qui est absolument hallucinant, une accélération des sciences. On est dans un pur changement de civilisation. Et on va avoir une tranche de publicité mensongère aussi. Forcément. Alors, ces lieux collaboratifs, ils existent dans le monde entier. Je montre des photos pour vous. Oui, mais alors, Etalab.gov. trier aussi. .gouv, regardez. Etalab.gouv.fr. Bon, c'est bien beau tout ça, mais avec tout ce qui est vrai, tout ce qui est faux et tout ça, comment tu fais le pour du contre le système de tri et où? Je sais pas encore. Ah oui, voilà, Oui, c'est parce que, problématique. bon, tout le monde dit tout est n'importe quoi, mais Oui. il y a sûrement des choses. Comment on évalue? C'est ça la question. Oui, voilà, c'est. Oui, parce que là, votre présentation est très bonne, elle est très, très, très complète, mais elle ne vaut que pour une zone précise de la planète. Parce qu'il y a d'autres régions où on a les moyens techniques, mais on ne souhaite pas que les gens aient accès à la totalité. Oui. La Corée du Nord, la Chine. Et on fait n'importe quoi. En Iran, les gens font très attention Ah oui. à la communication. Oui, mais toutes les situations dictatoriales. Quand on a bloqué le système informatique à destination du pays du rideau de fer, Oui, bien sûr. la concurrence industrielle. Mais dans les démocraties, et même dans les pays du tiers-monde, Oui. parce que ça, c'est des technologies, dans l'imprimante 3D, c'est des technologies qui vont révolutionner l'Afrique noire, le tiers-monde. C'est-à-dire dans un village, moi je travaille sur un projet dans le Mali, au Mali. Mon beau-père travaille au Mali, il fait de l'humanitaire en gros. Et il travaille sur un village où il va installer l'électricité, leur apprendre à creuser un puits, etc. Donc c'est un monsieur qui a 75 ans, il y va encore en Afrique noire. Et il me dit, passe-moi une imprimante 3D, parce que ça c'est génial dans le village. Ça veut dire qu'on pourra fabriquer des objets, fabriquer des tasses, en autonomie dans le village. Donc dites-vous bien que l'imprimante 3D, qui est très peu chère par rapport à des machines industrielles classiques, va être une révolution dans les pays qui n'ont pas d'argent. Et là maintenant, c'est pas trop exigeant? Ah non, non, c'est ok. Non? Non. Vous viendrez quand on aura une ici, vous verrez. L'imprimante 3D, il faut le voir. Il faut le voir. Tant que vous ne l'avez pas vu, vous voyez, dès que vous aurez vu fonctionner une imprimante 3D, vous vous direz, c'est ça, c'est trop génial, c'est trop simple. C'est trop simple. Donc ça va être compliqué, mais ça n'est pas du tout. Il suffit qu'on vous forme 1 heure, 2 heures dessus. Voilà, un Monoplab. Alors regardez, je vous ai mis des photos de ces lieux innovants qui pullulent dans le monde entier en ce moment, qu'on appelle des lieux partagés ou des tiers-lieux. Alors, justement, les Fab Labs qui pullulent. Regardez, ça c'est dans une médiathèque, vous voyez. On fait des ateliers. Mais à Tours, il y a un endroit où justement il y a des gens qui se réunissent. La cantine. Ouais. La cantine. Tout à fait. La cantine, c'est un espace collaboratif qui correspond à ce nouveau Mais monde. alors, quel est le niveau? Parce que bon, c'est pareil, bon, parce que moi j'ai regardé justement, je me suis documenté là-dessus, mais bon, c'est l'impression, bon, il y a des gens comme moi qui sont pas récents, mais qui sont tous ingénieurs, etc. Bien sûr. Qui étaient dit, attends, tu vas arriver à faire quoi? C'est ça. Forcément le niveau de Oui. Voilà, j'en ai fini pour ma petite présentation. C'est juste la petite dernière diapositive. C'est pour vous montrer qu'il y a des gens qui pensent les technologies bien avant tout le monde. Bien avant tout le monde. Vous avez à droite
un chercheur américain qui, en 1882, invente l'oreillette. Vous imaginez, hein, l'oreillette téléphonique, c'est bien ce qu'on porte aujourd'hui. Voilà. Et puis à gauche, c'est un type qui a inventé la télévision portative sur les yeux, c'est-à-dire les Google Glass, les lunettes Google. Vision haute. Vision haute. Tout ça pour vous dire qu'en ce moment, je finis comme ça, en ce moment, en 2015, il y a dans le monde des gens qui sont en train d'inventer et d'imaginer des choses ahurissantes, des hologrammes par exemple, justement, l'holographie, qu'on n'imagine pas, on ne soupçonne pas que ces gens inventent des choses qui vont exister. Et on regarde ça en disant, oh oui, par exemple, je vous donne juste un exemple. Il y a plusieurs chercheurs scientifiques américains qui pensent qu'un jour on pourra télécharger votre cerveau. En anglais, download brain. C'est-à-dire, à la veille de votre mort, vous le sentirez, et vous direz, je lègue mon cerveau. Attention, ça voudra dire du juridique et un notaire. À l'université de Stanford, au département de droit, on est déjà en train de réfléchir au droit du cerveau. Parce que mon cerveau, je vais le léguer, mais à qui? Ce cerveau sera dans une mémoire d'ordinateur, et ma famille, ceux que j'aurais décidé, pourront utiliser ce cerveau. Vous voyez jusqu'où ça va? Alors ça peut paraître ahurissant de télécharger le cerveau des humains. Ça dépend duquel, hein, parce qu'il y a des gens qui ont fait des choses Oui, non, c'est clair. on dit, c'est dommage qu'ils soient partis. C'est clair. Mais ça paraît extraordinaire, mais il y a plein de chercheurs scientifiques qui pensent que dans une centaine d'années, on va y arriver. Non, on ne peut pas savoir non plus si c'est celui qui a trouvé l'œuf de Colomb. Oui. C'est ça. Voilà, j'en ai terminé. Et bien, merci. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez pas mal posé de questions pour moi. C'est sur la pratique. C'est sur la pratique de la chose. Par exemple, quand on parlait de nourrir à tout le monde, moi comme d'autres, on a besoin, il y a des barrières qui ne sont pas franches, mais on sent que justement, si on peut vous mettre un peu dans le dos, ça retarde d'autant une action ou autre chose. Donc, de la même façon, vous savez, à l'époque, on disait celui-là, s'il nous embête, on va lui arracher le téléphone, il faut taper pendant 8 jours avant de se faire remettre le téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y a des choses comme ça, là c'est très direct ce que je dis, ça se fait plus, mais il y a des choses tellement beaucoup plus fines, voilà, et en fait, le mal intelligent. On est bien d'accord. Voilà, qui font que, comme on disait tout à l'heure, il y a des gens qui peuvent, d'autres qui ne peuvent pas. Oui, et de la même façon que vous avez invoqué les trois motifs du genre humain, c'est pour les mêmes raisons. Bien sûr, ça c'est universel. Ils sont bien placés, ils ont un réseau, voilà. Ils ont un réseau, voilà. Le réseau. Ils ont les femmes. Activez votre réseau. Tout le monde fait son réseau. Puis tout le monde est bon et tout le monde est gentil, mais tout le monde n'est pas bon, tout le monde n'est pas gentil. Absolument. Il y a tous les systèmes de jeunes et autres qui font que... On est bien d'accord. C'est toujours cette histoire. Vous pourrez récupérer ce document sur le site. Là, on est comme lecture pour suivre les évolutions, les dernières choses que vous avez mentionnées, c'est-à-dire les lunettes, les aspects, l'immersion totale, la suite. C'est la suite qui m'intéresse. La troisième révolution. Voilà, c'est un bouquin. Mais ça, c'est une conférence en soi. J'ai pas de bouquin en soi. Vous trouverez ça sur Internet, c'est tellement d'actualité. Vous avez lu ce bouquin, la troisième révolution? Ah oui, celui-là, oui. Il parle notamment, par exemple, actuellement pour les jeunes. Il disait dans un certain chapitre que la classe a changé pour les gens qui font l'enseignement. Et il disait qu'actuellement, il y a eu des études qui ont porté sur, il faut du temps, sur des populations à propos de l'attention. Pas l'attention avec le T. Et il disait qu'il y avait 50% des jeunes actuels qui ont un déficit d'attention à cause de la concentration qu'ils développent sur les jeux, sur tout ce qui est téléphone, etc. actuel. C'est-à-dire que quand ils arrivent en classe, le maître parle et ils n'entendent plus rien. Alors ça, c'est la version négative. Oui, non, mais je vous dis... Non, mais c'est très important. Vous allez voir, juste pour préciser une chose, une technologie, elle est neutre. Elle est neutre à la base. On invente une technique, elle est neutre.
elle devient négative ou positive suivant l'usage. L'utilisation. Parce qu'il y a une même étude, en plus je l'ai lu hier, une même étude qui est sortie et qui dit que les gosses qui jouent aux jeux vidéo ont un sens de l'espace bien plus développé que les autres. Les autistes sont développés dans certains domaines et pas dans d'autres. Et sachez que la maladie d'Alzheimer, il y a des chercheurs scientifiques dans le monde entier, et notamment il y en a un à Tours, qui dit que plus on joue pour les seniors, si les seniors jouent aux jeux vidéo, ils vont ralentir le développement de la maladie parce qu'ils vont, comme des muscles, vous savez, le cerveau est plastique, ils vont faire fonctionner d'une autre manière que dans la vie de tous les jours. Vous voyez, donc, vous avez raison, il y a une dimension négative, mais il y a aussi de l'autre côté une dimension positive. C'est toujours comme ça les technologies. Regardez le nucléaire. Le nucléaire, soit la bombe, soit la centrale qui nous donne de l'énergie. La même technologie peut être. La même technologie peut avoir un. Voilà. Place à la production.